À Middletown, dans le sud de l'Ohio, un jeune garçon repense aux hommes de sa famille, notamment à l'oncle Pet, qui était l'un des rares à ne pas être tombé dans la toxicomanie et ne pas avoir fait de prison. Oncle Pet, lui, était grand, et avait un esprit débordant et faisait des blagues cochonnes. De tous les Blanton, il était celui qui avait le mieux réussi sur le plan financier. Oncle Pet avait quitté la maison jeune, il avait monté une série et une entreprise de bâtiment, gagnant assez d'argent pour s'occuper de chevaux de course dans son temps libre. Il semblait être le plus gentil des hommes du clan Blanton, et avait le charme discret de quelqu'un qui a réussi dans les affaires. Mais ce charme masquait un tempérament féroce. Un jour, lorsqu'un chauffeur de camion livra des fournitures à l'une des boîtes d'oncle Pet, il lança à mon vieil hillbilly d'oncle « T'as qu'à décharger toi-même, fils de pute !» Mon oncle prit la chose au pied de la lettre. En disant ça, tu traites ma mère de pute ? Je te prierai donc de surveiller ton langage. Et quand le chauffeur, qu'on surnommait Big Red, à cause de sa carrure et de ses cheveux roux, répéta l'insulte, oncle Pet fit ce que tout chef d'entreprise raisonnable aurait fait à sa place. Il sortit l'homme de sa cabine, le frappa jusqu'à l'assommer, puis passa une scie électrique sur son corps. Big Red saignait tant qu'il faillit mourir, mais on le conduisit rapidement à l'hôpital et il survécut. Pet ne fut pas envoyé en prison. Apparemment, Big Red, venant lui aussi des Appalaches, il refusa de signaler l'incident à la police et de porter plainte. Il savait ce que cela signifiait d'insulter la mère d'un homme. Aujourd'hui, on va parler de J.D. Vance, actuel vice-président des États-Unis d'Amérique. Je voulais parler de lui parce que je trouve très souvent que les numéros 2 sont plus intéressants que les numéros 1. Et dans cette campagne américaine de 2024, on a beaucoup parlé de Donald Trump, d'Elon Musk, ils ont beaucoup tiré la couverture. Mais moi, j'ai l'audace de croire qu'en réalité, le duo J.D. Vance-Peter Thiel ont un poids au moins aussi conséquent que les deux autres. Et comme Peter Thiel le dit, la valorisation d'une start-up se juge à sa rentabilité future. Or, je pense que J.D. Vance a le potentiel d'avoir une rentabilité pour la droite plus grande que celle de Donald Trump. Donc J.D. Vance, actuellement, il a 40 ans. Il est né en 84 dans l'Ohio. Il a été Marines. C'est un avocat diplômé de Yale qui a travaillé comme investisseur dans la boîte de Peter Thiel. Et Peter Thiel a financé ensuite sa campagne comme sénateur dans l'Ohio. Puis c'est encore Peter Thiel et Elon Musk qui ont passé un coup de fil à Donald Trump pour qu'il le choisisse comme colistier pour la campagne présidentielle de 2024. L'idée, c'est qu'il fallait un homme politique qui fasse le pont entre le monde de la néo-réaction, de la Silicon Valley, le monde de la tech, et le parti républicain traditionnel. Et le second pont, c'est entre le monde de l'Amérique blanche ouvrière du Midwest et celui de l'élite américaine. Or, J.D. Vance, il a un avantage, c'est que c'est un hillbilly, donc littéralement ce sont les gens des collines, c'est un pecno, un plouc de la campagne pauvre chrétienne. Il a servi dans les Marines, il a fait l'une des meilleures universités du monde, qui est l'université de Yale. Et en fait, en France, c'est vrai qu'on est habitué à ce que nos hauts fonctionnaires aient fait le parcours Sciences Po, l'ENA. Or, ça, c'est un peu propre à notre pays, parce que dans la plupart des autres pays développés, ce sont les facs de droit qui forment les administrateurs. Par exemple, Barack Obama, il est diplômé de la fac de droit de Harvard. Hillary Clinton et Bill Clinton ont fait la fac de droit de Yale, donc la même fac de droit que J.D. Vance. Et Joe Biden, par exemple, il a fait la fac de droit de Syracuse. Donc, ce qui est intéressant avec J.D. Vance, c'est si on voulait faire un parallèle avec la France, si c'était un Français, en fait, son profil est assez marrant parce que ce serait un Français de souche qui s'appelle Arthur Dupont, qui est fils d'agriculteur dans l'Aveyron, qui a servi 5 ans comme pilote d'hélicoptère, qui a combattu au Mali, qui serait passé par le parcours Sciences Po, l'ENA, aurait travaillé chez Rothschild, est catholique, de droite, est soutenu financièrement par Bolloré dans sa campagne politique, etc. Donc en gros, c'est un peu un Éric Zemmour avec le background académique et professionnel de Macron, plus un service militaire, plus le fait qu'il est père de famille, avec un gros réseau médiatico-politique, les copains de la fac de droit, les copains de la Silicon Valley, les copains du Parti républicain, les copains du Sénat. Et donc ça va être d'ailleurs l'une des leçons que va nous donner J.D. Vance, c'est l'importance du réseau. Pour lui, c'est le réseau, le réseau, le réseau.
Et donc c'est pour ça qu'il a un profil qui est particulier et avec lequel c'est très facile de gagner dans les élections, parce que c'est imbattable, c'est hyper facile à marketer. Et ce qui est intéressant, c'est que J.D. Vance lisait le blog de Curtis Yarvin, l'a déjà rencontré, il y a certains journalistes qui disent même qu'ils sont amis. Ça, plus le fait qu'évidemment politiquement il est porté par Peter Thiel, ça rend le personnage très singulier, avec un profil politique exceptionnel. Et donc faut quand même se rendre compte que là, il est vice-président des États-Unis d'Amérique, l'une des plus hautes fonctions de son pays, à seulement 40 ans, sachant que Emmanuel Macron, qu'on disait être l'un des présidents les plus jeunes de notre République, il est arrivé président de la France à 46 ans. Or, il n'est pas exclu que J.D. Vance soit président des États-Unis ou se présente à la campagne, du moins en 2028, et il aura que 44 ans. Le fait est qu'il y a de fortes chances que J.D. Vance soit saupoudré d'idéologie néo-réactionnaire. Dans une interview, il dit que les gens qui n'ont pas d'enfants ne devraient pas avoir le même poids électoral que ceux qui ont des gosses. Et moi, je pense qu'il a raison. Quand tu n'as pas d'enfants, tu n'as pas la même implication dans l'avenir de ton pays. Donc si ça se transforme en pyramide de Ponzi avec une retraite par répartition, toi tu prends ton cash jusqu'à la mort et tu t'en fous. Alors que si t'as des gosses, évidemment, t'es beaucoup plus impliqué et ça t'intéresse moins de vivre sur une pyramide de Ponzi. D'ailleurs, c'est un peu la même chose avec le réchauffement climatique. En réalité, ça touche que ceux qui ont des gosses. Les nullipards de gauche qui parlent du changement climatique, ça n'a aucun sens. C'est que du virtue signaling vide. Donc en fait, J.D. Vance, en 2016, il publie Hillbilly Elegy. C'est un bouquin, c'est autobiographique qui devient un best-seller et qui va donner une très belle interprétation sur Netflix. Si jamais vous n'allez pas lire le livre et que vous voulez juste regarder le film, je vous le conseille, il est très bien. Ce qui fait la particularité du livre, c'est pas seulement le témoignage d'une Amérique blanche, pauvre, dont on parle assez peu, c'est surtout la profondeur de l'analyse derrière. C'est pourquoi cette Amérique a-t-elle les pieds dans la merde ? Pourquoi ça ne change pas ? Est-ce la faute de la pauvreté ? Est-ce la faute de l'État ? Et au fond, qui sont ces gens ? Et donc ça, c'est un livre qui est intéressant pour les citadins qui ont fait les grandes écoles et qui ne connaissent pas ce monde, ne comprennent pas ces gens, mais c'est aussi un livre intéressant pour les gens de la ruralité, et je dirais même pour la ruralité française, parce qu'on va voir qu'il y a des similarités. L'intérêt, c'est que si un Parisien vous jette vos 4 vérités au visage, vous allez mal le prendre et balayer la critique d'une main, alors que si c'est un homologue comme vous qui a eu le même vécu que vous, qui vous dit vos 4 vérités, vous allez davantage l'écouter. C'est un peu le principe que les critiques intra-ethniques sont souvent davantage écoutées que les critiques interethniques, parce que les critiques interethniques sont nécessairement reçues comme des insultes. Vous savez que la règle du podcast, c'est pas de populisme, pas de complotisme, et on va voir tout au long du podcast pourquoi j'ai adoré ce bouquin, parce que J.D. Vance, en fait, ne fait pas dans le populisme. Il est pas là pour masturber sa communauté dans le marxisme, la caresser dans le sens du poil. Oui, le système, il est trop méchant avec vous, oui, c'est à cause d'Obama que vous êtes alcoolique, tout ça, il le dit pas. Il dresse un constat qui est froid de la réalité. Il se base sur énormément de littérature scientifique et d'enquêtes d'opinion pour étoffer son œuvre, donc c'est vraiment intéressant. La première chose intéressante, c'est la façon dont J.D. Vance se définit. Comme un blanc américain, mais pas comme n'importe quel groupe de blancs. Il se définit comme un blanc irlando-écossais. Je cite J.D. Vance. Une dimension ethnique sert de contexte dans mon histoire. Dans notre société attentive aux différences raciales, le vocabulaire se contente souvent de souligner la couleur de la peau, les noirs, les asiatiques, les privilèges blancs. Parfois ces catégories sont utiles, mais pour comprendre mon histoire, il faut entrer dans les détails. Certes, je suis blanc, mais pas comme les WASP, les White Anglo-Saxon protestants du Nord-Est. Au contraire, je me reconnais dans les millions de blancs d'origine irlando-écossaise de la classe ouvrière américaine qui n'ont pas de diplôme universitaire. Chez ces gens-là, la pauvreté est une tradition familiale. Leurs ancêtres étaient des journaliers dans l'économie du Sud esclavagiste, puis des métayers, des mineurs et plus récemment des machinistes et des ouvriers dans l'industrie sidérurgique. Là où les Américains voient des hillbillies, des rednecks, des white trash, je vois mes voisins, mes amis et ma famille. Les Irlando-Écossais sont l'un des sous-groupes les plus identifiables de la population américaine. En voyageant à travers le pays, j'ai été sidéré de constater que les Irlando-Écossais possèdent, et de très loin, la sous-culture la plus persistante et immuable des États-Unis. Leur structure familiale, leur religion et leur appartenance politique, ainsi que leurs comportements sociaux, sont restés inchangés malgré le contexte général de renoncement aux traditions qu'on observe dans le reste de la population, a fait remarquer un observateur.
Ce mélange particulier de traditions culturelles s'accompagne de nombreux éléments positifs. Une grande loyauté, un attachement sans faille à la famille et au pays, mais également d'autres négatifs. Nous n'aimons pas les étrangers, ni ceux qui sont différents de nous, que leur singularité réside dans leur apparence, leur comportement ou plus important dans leur façon de parler. Afin de me comprendre, ayez toujours à l'esprit que tout au fond de moi, je suis un hillbilly irlando-écossais. Cette dimension ethnique n'est qu'un aspect de la question. L'autre est géographique. Quand la première vague d'immigrants irlando-écossais a débarqué dans le Nouveau Monde au XVIIIe siècle, il a été irrésistiblement attiré par les Appalaches. Cette région est immense. Au sud, elle s'étend de l'Alabama à la Géorgie et au nord, de l'Ohio à une partie de l'État de New York. Et pourtant, la culture des Grandes Appalaches est remarquablement homogène. Ma famille vient des collines de l'est du Kentucky, se considère comme hillbilly. Ce sont les Grandes Appalaches qui, en passant du camp démocrate au camp républicain, ont entraîné une recomposition de la vie politique américaine après Nixon. Et c'est dans ces montagnes que le sort des Blancs de la classe ouvrière semble le plus rude. Avec sa faible mobilité sociale, sa pauvreté, les divorces et la consommation de drogue, ma région est un concentré de misère. Il ne faut donc pas s'étonner si nous sommes des gens pessimistes. Des études ont prouvé que la classe ouvrière blanche est la catégorie la plus pessimiste de la population américaine, davantage que les immigrants latinos, dont beaucoup vivent dans une pauvreté inimaginable. Davantage même que les Africains américains, dont les perspectives économiques sont toujours largement inférieures à celles des Blancs. Si la réalité se prête à une forme de cynisme, le fait que des hillbillies comme moi soient plus pessimistes dans leur avenir que bien d'autres groupes ethniques, dont certains sont à l'évidence plus indigents que nous, suggère qu'il existe d'autres raisons, et c'est effectivement le cas. Nous sommes socialement plus isolés que jamais, et nous transmettons cet isolement à nos enfants. Nombre d'entre nous ont quitté le monde du travail ou choisi de ne pas chercher ailleurs de nouvelles opportunités. Les hommes de chez nous sont victimes d'une authentique crise de leur masculinité, car ce sont justement certaines des valeurs que notre culture leur a inculquées qui les empêchent de réussir dans le monde en mutation. Lorsque j'évoque le sort de ma communauté, on me revend souvent une explication de ce type. Bien sûr, les perspectives des Blancs de la classe ouvrière se sont dégradées, JD. Mais tu mets la poule avant l'œuf, ils divorcent plus, se marient peu, et sont moins heureux parce que leurs possibilités sur le plan économique sont réduites. S'ils avaient un meilleur accès au monde du travail, les autres aspects de leur quotidien s'amélioreraient eux aussi. Avant, moi aussi je pensais cela. C'est même ce que je voulais désespérément croire quand j'étais jeune. Cette explication a un sens. Ne pas avoir de travail est source d'angoisse, et ne pas avoir assez d'argent pour vivre, plus encore. À mesure que le cœur productif du Midwest industriel s'est vidé, la classe ouvrière blanche a perdu toute sécurité économique et avec elle la stabilité représentée par un logement et une famille. L'apprentissage de l'expérience, cependant, se fit parfois à la dure. J'ai ainsi appris que cette histoire d'insécurité économique est dans le meilleur des cas incomplète. C'est hyper intéressant. Déjà, dès la première partie, il balaye l'explication comme monocausale et seulement économique. Or, cette explication monocausale est uniquement économique et le truc vraiment cité massivement par les midwits et par les semi-habiles marxistes. Alors, l'une des premières choses à dire, c'est que J.D. Vance n'a d'abord pas vraiment connu son père, parce que son père s'est barré quand il était petit. Et ce qui est extrêmement commun chez les hillbillies, ça c'est un point commun avec les Afro-Américains, c'est que les hommes, les pères de famille vont et viennent en fait. Donc il vit avec sa sœur, Lindsay, sa mère qui est infirmière, et ses grands-parents. Alors, chez les hillbillies, les grands-parents, on les appelle pas papi-mamie, on les appelle mamo-papo. Voilà, donc ça c'est un peu le surnom qu'il va donner tout au long du livre à ses grands-parents, mamo-papo, avec notamment sa grand-mère qui va avoir, sa grand-mère Bonnie Vance, qui va avoir un rôle majeur dans sa vie. Alors le premier point avec cette communauté, c'est la violence. C'est une culture de l'honneur avec beaucoup de prédation, et le dicton chez eux, c'est un coup donné sans coup rendu. Ce dicton fait loi dans ce monde. Parce que les hillbillies, ils frappent très facilement. Or, si vous ne rendez pas le coup, le message il est clair, vous êtes une victime et tout le monde peut en profiter. Donc il faut jamais, jamais, jamais laisser un affront sans punition. Un coup d'épaule, une insulte, une tape derrière la tête, faut frapper jusqu'au sang et si nécessaire sortir les armes. Je cite J.D. Vance. C'est ce que je craignais, car si l'on en croyait la mythologie familiale, Mamo avait presque tué un homme, donc Mamo c'est sa grand-mère. À l'âge de 12 ans environ, elle était sortie de la maison et avait vu deux hommes qui chargeaient la vache de la famille à l'arrière d'un camion, un bien précieux en ces temps où il n'y avait pas d'eau courante. Elle rentra, prit un fusil et tira plusieurs coups. Un des hommes s'effondra, touché à la jambe, tandis que l'autre sauta dans le camion et filait.
Le voleur pouvait à peine ramper, alors Mamo s'approcha, pointa le canon de l'arme sur sa tête et s'apprêta à finir le boulot. Heureusement pour l'homme, oncle Pet intervint. La première exécution certaine perpétrée par Mamo serait remise à une autre fois. Certains en concluraient que je viens d'une famille de fous. Moi, ces récits me donnaient le sentiment d'appartenir à la famille royale des Hillbilly. Car c'étaient de bonnes vieilles histoires où le bien affrontait le mal, et les miens étaient toujours du bon côté. C'étaient des gens extrêmes, mais au service d'une cause, défendre l'honneur d'une sœur ou s'assurer qu'un criminel paie pour ce qu'il a fait. Comme leur sœur, ce garçon manqué, que j'ai surnommé Mamo, les hommes du clan Blunton étaient des auxiliaires de la justice Hillbilly, pour moi la meilleure. Malgré leur qualité, ou peut-être à cause de celle-ci, ces hommes ne manquaient pas de défauts. Certains laissèrent dans leur sillage de nombreux enfants négligés ou des femmes trompées, parfois les deux. Du reste, je ne les connaissais pas si bien que cela. Je ne les voyais qu'à l'occasion de grandes réunions familiales ou pendant les vacances. Mais je les aimais, et j'étais même en adoration devant eux. Un jour, j'entendis Mamo dire à ma mère que si j'aimais les hommes de notre famille, c'est parce que de nombreuses figures paternelles avaient défilé dans ma vie, tandis qu'eux étaient toujours là. Il y a sans doute une part de vérité dans cette affirmation. C'est très drôle parce que dès le début, il va introduire le fait que les Hillbillies sont une population schizophrénique. C'est-à-dire que là, il vous parle en même temps d'une justice Punisher hyper cool, où les gens font la justice eux-mêmes, le bien affronte le mal, et on perd pas de temps dans la paperasse, ça va direct, droit au but, etc. Et en même temps, lui, il se demande, est-ce que c'est malgré les qualités que les défauts suivants vont apparaître, ou à cause de ces mêmes qualités qu'on va voir des hommes qui vont et viennent dans les foyers, qu'ils trompent leurs femmes, qu'ils font des enfants qui sont pas reconnus, et que du coup il y a une espèce d'ambiance totalement irresponsable parmi les hommes de ces communautés. Parce qu'à la fois il y a cette espèce de virilisme de la grosse couille qui fait justice elle-même, et en même temps il y a l'irresponsabilité devant la famille, l'immaturité des adultes de cette communauté qui ne gardent jamais un travail alors même qu'ils ont des enfants, des factures à payer, qui claquent tout leur fric dans l'alcool, les pilules, les jeux, et donc la narration du Punisher américain qui fait justice, ça sert aussi un peu à mettre sous le tapis la clochardise qu'on transmet à ses enfants sans une once de remords. Je continue la citation. Pour une part, ce spectacle était à la fois un choc et un véritable cliché. Des cabanes en ruine qui pourrissaient, des chiens errants qui cherchaient de la nourriture, de vieux meubles abandonnés sur la pelouse. Mais pour une autre, il était bien plus dérangeant. En passant devant une petite maison qui devait avoir 2 chambres, j'ai remarqué une série d'yeux effrayés qui me fixaient à travers les rideaux d'une fenêtre. Intrigué, j'ai regardé de plus près et compté pas moins d'8 paires d'yeux qui m'observaient derrière 3 fenêtres différentes. Habité par un mélange de peur et de tristesse, devant la maison, un homme mince qui ne devait pas avoir plus de 35 ans était sous le porche, visiblement le chef de famille. Plusieurs chiens féroces et squelettiques étaient enchaînés devant la maison, surveillant les meubles abandonnés dans la cour nue. Quand j'ai demandé au fils de Rick ce que faisait ce jeune père pour vivre, il m'a répondu que celui-ci n'avait pas de travail et qu'il en était fier. Près d'un tiers de la ville, environ la moitié de la population locale, vit sous le seuil de pauvreté, et la majorité des habitants, elle, juste au-dessus. L'addiction aux médicaments s'est largement diffusée. Les gens se les procurent sur ordonnance. Les écoles publiques sont si mauvaises que l'État du Kentucky en a récemment pris le contrôle. Les parents y mettent leurs enfants parce qu'ils n'ont pas les moyens de les scolariser ailleurs. De son côté, le lycée échoue de façon alarmante à envoyer ses élèves à l'université. Les habitants sont en mauvaise santé et sans les aides du gouvernement, ils ne peuvent même pas se soigner des maladies courantes. Plus grave encore, cette situation les rend aigris. Et s'ils hésitent à se confier aux autres, c'est simplement parce qu'ils se refusent d'être jugés. Encore une fois, la culture de l'honneur qui oblige à mettre une espèce de paravent, à faire comme si vous aviez les moyens alors que clairement vous ne les avez pas parce que vous ne voulez pas être jugé par les autres. En 2009, ABC News a diffusé un reportage consacré à l'Amérique des Appalaches qui évoquait un phénomène localement connu sous le nom de Bush Mountain Dew. De graves problèmes dentaires chez les jeunes enfants causés par une consommation excessive de soda très sucré. Dans ce reportage, ABC rapportait une longue série d'anecdotes à propos d'enfants des Appalaches victimes de la pauvreté et des privations. Dans la région, beaucoup de gens l'ont regardé et l'ont traité par mépris. De l'avis général, c'est pas leurs oignons. Je crois que c'est la chose la plus insultante que j'ai jamais entendue. Vous devriez tous avoir honte, y compris ABC, a commenté quelqu'un en ligne. Une autre personne a ajouté « C'est scandaleux de perpétuer ces vieux stéréotypes sans fondement. Pourquoi ne pas montrer un portrait plus juste des Appalaches ? C'est ce que pensent beaucoup de personnes que j'ai rencontrées dans les vraies villes rurales situées en pleine montagne. »
Je sais tout cela parce que ma cousine a fait taire ses critiques sur Facebook, faisant remonter que reconnaître les problèmes de la région est la seule façon de les résoudre. C'est très drôle parce que, à la fois les gens des Appalaches assument pas le reportage en disant « Ah, c'est faux, c'est pas représentatif de nous, etc. » Et en même temps, les gens des villes vont aussi commenter en disant « Oh, c'est des vieux stéréotypes et tout. » Et en fait, il y a que sa cousine qui dit « Mais fermez-la, en fait, c'est juste la réalité. C'est comme ça, notre communauté est ainsi. » Cette réaction de colère confirme ce qu'ont souligné les recherches sur les habitants des Appalaches dans un article de décembre 2000. Les sociologues Carol Markstrom, Sheikha Marshall et Robin Trayon ont montré que se voiler la face et formuler des vœux pieux face aux difficultés traduisait un degré de résilience largement prévisible chez les adolescents appalachiens. L'article explique que les hillbillies apprennent dès le plus jeune âge à ignorer toute vérité inconfortable ou à croire qu'il en existe de plus juste. Cette tendance contribue à leur résilience psychologique et elle empêche aussi d'avoir une image honnête d'eux-mêmes. Ça c'est très important, c'est que quelque part leur capacité à se voiler la face est une nécessité psychologique pour pouvoir avancer dans leurs conditions, mais en même temps, elle les empêche d'évoluer, puisqu'ils ne peuvent pas avoir un diagnostic honnête de leur situation. Nous avons tendance à surestimer ou à sous-estimer, à exalter ce qu'il y a de bon et ignorer ce qu'il y a de mauvais en nous. C'est pourquoi les gens des Appalaches ont réagi si vivement à la manière dont certains des habitants les plus pauvres avaient été fidèlement dépeints. Et c'est pour cette raison que j'étais en adoration devant les hommes du clan Blanton et que j'ai passé les 18 premières années de ma vie à croire que le monde entier posait problème, sauf moi. La vérité est dure à accepter et les vérités les plus difficiles pour les gens des collines sont celles qui les concernent en premier chef. Jackson, donc ça c'est la ville où il habite, est assurément pleine de gens charmants. Mais la ville est également remplie de drogués. Et il y a au moins un homme qui a trouvé le temps de faire 8 enfants sans trouver celui de travailler pour les nourrir. C'est sans conteste un lieu d'une grande beauté, mais cette beauté est gâchée par le saccage de l'environnement et les ordures qui jonchent les campagnes. Les gens travaillent dur, à l'exception bien sûr de tous ceux qui vivent des aides alimentaires et ne montrent guère d'intérêt pour le monde du travail. Comme les hommes de la famille Blanton, Jackson est pleine de contradictions. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent l'habitude de la critique de l'hypocrisie du monde bourgeois parisien, alors que les blancs de la campagne, il y aurait comme une espèce de simplicité saine, les choses sont dites, les rapports sont francs et virils, et en fait, c'est complètement faux. C'est vrai que les rapports sont virils, mais il n'y a pas forcément moins d'hypocrisie. C'est juste les sujets d'hypocrisie qui ne sont pas les mêmes. Parce que pour le coup, les bourgeois, citadiens, gauchistes, tout ce que vous voulez, en fait, ils assument pleinement la responsabilité de leurs gosses. Leurs taux de divorce sont assez faibles. Il y a moins de consommation d'alcool, de drogue, moins de passages en prison. Alors certes, vous pouvez me dire, oui, mais c'est des petites filles de gauchistes. Ben oui, mais en même temps, ils assument leurs enfants. Donc la question ultime, c'est, au long cours, la virilité, c'est quoi? C'est mettre des patates? Ou construire l'avenir de ses gosses? Je vous laisse capitaine de la réponse. Le rapport à la religion des hillbillies, il est très 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 intéressant pour remettre une couche sur cette schizophrénie. Donc il y a un truc qui est intéressant, c'est que la mère de J.D. Vance, il faut le dire, c'est une infirmière, mais elle est aussi toxicomane. Elle est accro aux pilules, comme beaucoup de gens de cette région, et elle est allée maintes fois en désintoxication sans succès. Et en fait, l'influence de la religion arrive dans la vie de J.D. Vance lorsqu'il retrouve son père, qui est devenu un homme de foi. Et la première chose qui va le frapper, c'est que les religieux ont un sérieux qui contraste énormément avec le grand n'importe quoi des hillbillies. Je cite, « Papa avait changé, en mieux, un surcroît de sérieux qu'il mettait sur le compte de la foi. En cela, il incarnait un phénomène que les sociologues constatent depuis des décennies. Les croyants sont bien plus heureux que les autres personnes. Ceux qui vont régulièrement à l'église commettent moins de crimes, sont en meilleure santé, vivent plus longtemps, abandonnent moins souvent les études et obtiennent plus fréquemment un diplôme universitaire que ceux qui n'y vont jamais. » Jonathan Gruber, qui est économiste au MIT, a même identifié un lien causal. Ce n'est pas simplement que les gens qui réussissent dans la vie vont par ailleurs à l'église, c'est vraiment que l'église favorise les bonnes habitudes. Donc les hillbillies, c'est majoritairement des chrétiens protestants. Ça reste l'Amérique, donc il y a Jésus partout, mais encore une fois, entre le discours et les actes, en réalité, il y a un gros fossé. En dépit de leur réputation, les habitants des Appalaches, surtout le nord de l'Alabama, la Géorgie et le sud de l'Ohio, ont un niveau de pratique religieuse inférieur à ceux du Midwest, d'une partie des montagnes de l'Ouest et du territoire qui va du Michigan au Montana. Curieusement, nous pensons être plus assidus que nous le sommes réellement. Dans un récent sondage Gallup, c'est dans le sud et le Midwest qu'on retrouve la plus grande fréquentation déclarée.
Mais la fréquentation effective est nettement moindre dans le sud. Cette illusion est due à la pression culturelle. Dans le sud-ouest de mon Ohio natal, les régions urbaines de Cincinnati et Dayton ont des taux de fréquentation très bas. Les mêmes qu'une ville ultra athée comme San Francisco, où personne à ma connaissance n'aurait honte d'admettre de ne jamais aller à l'église. Certaines auraient même peut-être plutôt honte d'admettre d'y être allées. La situation de l'Ohio est diamétralement opposée. Dès l'enfance, on me demandait si j'allais régulièrement à l'église et je mentais. À en croire le sondage Gallup, je n'étais manifestement pas le seul à en ressentir cette pression. Juxtaposer ces deux informations se révèle douloureux. Si les institutions religieuses jouent un rôle positif dans la vie des gens, dans une partie du pays frappée par le déclin de l'industrie, le chômage, la drogue et l'alcool, ainsi que l'éclatement des familles, la fréquentation des lieux de culte est en chute libre. C'est vrai que si vous mettez les deux informations, le fait que 1. L'église est positive pour la vie de ces gens défavorisés, et 2. En fait ils y vont jamais, y a un problème quoi. L'église de papa proposait ce que les gens comme moi recherchaient désespérément. Aux alcooliques, l'église offrait un groupe de soutien et la possibilité de ne pas se battre seul contre la dépendance. Aux futures mères célibataires, un logement gratuit, une formation professionnelle et des cours pour apprendre à élever leurs enfants. Quand quelqu'un avait besoin de travail, des membres de la paroisse en fournissaient un ou servaient de parrain. C'est intéressant, cette vision positive qu'il a, lui, de l'église, et cette culture qu'il y a dans cette Amérique profonde qui est complètement opposée à celle des grandes villes de la Californie, de New York, ou justement en Californie, New York, où ils sont hyper athées, et ils auraient plutôt tendance à avoir honte de dire qu'ils sont allés à l'église, parce que ça fait plouc, alors que chez les hillbillies, c'est tout à fait le contraire. Si on vous demande, vous faites du virtue signaling en disant que vous allez à l'église, même si vous y allez jamais. Alors pour J.D. Vance, une grosse part des problèmes qui détruisent cette Amérique blanche, ce sont les addictions, l'alcool, la drogue. La drogue, c'est endémique dans cette région. Et d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose, cette haine des addictions, c'est peut-être quelque chose qu'il va partager avec Donald Trump, parce qu'il faut savoir que Donald Trump, parce qu'en fait, son frère, qui était son grand frère et était pilote de ligne, a sombré dans l'alcool et est mort à 42 ans d'une crise cardiaque, et ça l'a vraiment traumatisé, Donald Trump. Et lui, en fait, il dit, mais peut-être que j'ai une prédisposition génétique à l'addiction, et c'est pour ça que je ne veux jamais boire un seul verre d'alcool, comme ça au moins je suis tranquille. Et il a parfaitement raison. L'addiction aux drogues est une maladie. Tout comme je ne jugerai jamais un cancéreux parce qu'il a une tumeur, je ne devrais pas juger une droguée en raison de sa dépendance. À 13 ans, je trouvais ça manifestement absurde. Si bien que maman et moi, nous nous disputions souvent sur la nature de cette nouvelle sagesse. Était-ce une vérité scientifique ou l'excuse de ceux dont les choix ont détruit leur famille? Curieusement, c'était sans doute les deux. Les recherches montrent qu'il existe une prédisposition génétique à l'abus de l'alcool et de la drogue, mais aussi que ceux pour qui l'addiction est une maladie sont moins enclins à la combattre. Maman voyait la réalité en face, mais cette réalité ne la libérait pas. Je ne croyais en aucun de ses commandements et de ses sentiments. Mais j'étais sûr qu'elle essayait de s'en sortir. La cure de désintoxication semblait lui donner un objectif et représentait pour nous un moyen de recréer un lien. Je lisais tout ce que je pouvais sur sa maladie, et pris même l'habitude d'assister régulièrement à des réunions aux narcotiques anonymes, qui se déroulaient très exactement comme on l'imagine dans une salle lugubre, avec des dizaines de chaises et un groupe d'individus assis en rond qui se présentaient en disant « Bonjour, je m'appelle Bob, je suis drogué ». Au cours d'une réunion, un homme entra avec quelques minutes de retard. Il puait comme s'il sortait d'une poubelle. Ses cheveux et ses vêtements étaient crasseux, à l'évidence il vivait dans la rue, ce qu'il confirma dès qu'il ouvrit la bouche. « Mes gosses veulent plus me parler, personne ne le veut, dit-il. Je gratte tout le fric que je peux et j'achète de la dope. Ce soir j'avais plus un rond et plus de dope, alors je suis venu ici en me disant qu'il ferait chaud. » L'animateur lui demanda s'il était prêt à renoncer à la drogue plus d'une seule soirée. Et avec une candeur admirable, l'homme répondit « Je pourrais te dire oui, mais honnêtement je crois pas. Je vais sûrement remettre ça demain soir. » Donc vous commencez à voir se dessiner le monde dans lequel J.D. Vance a grandi, puisque dans son enfance, il habite dans le chaos de la drogue, les hurlements à la maison, la violence, évidemment, à cause de tout ça, ses notes à l'école commencent à chuter. De plus, sa mère change de petit ami tous les 6 mois, ce qui le fait déménager toute la famille tous les 6 mois. J.D. Vance souligne le fait que, même dans le bordel, il suffit d'une seule bonne personne pour vous sauver. Et pour lui, sa vie était tracée. Les notes étaient mauvaises, il traînait de plus en plus avec des débiles qui passaient leur temps à fumer du cannabis, d'autres commençaient à voler, et en fait, c'est sa grand-mère, Mamo, qui débarque un jour et lui dit que s'il veut être quelqu'un, va falloir se sortir les doigts, et elle lui propose d'aller chez elle pour être davantage dans le calme et arrêter de vivre dans ce chaos.
Or, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est un discours qui est très inhabituel chez les hillbillies, parce que dans cette communauté, on a intégré le fait que les efforts ne servent à rien. Le jeu est de toute façon pipé, ils ne se sortiront jamais de ce bourbier. Il y a une vision de persécution qui fait consensus chez eux. Ce qui est une vision du monde qui nous réconforte énormément dans notre fainéantise naturelle. Si évidemment on a intégré que les efforts ne servent à rien, et que du coup, autant ne rien foutre, c'est quelque part très arrangeant pour notre esprit. Or, sa grand-mère, lui dit pas du tout ça. Et c'est inhabituel. Sa grand-mère, elle lui dit que s'il fait des efforts, certes, il n'y a aucune garantie que ça fonctionne, mais s'il n'en fait pas, les probabilités d'échouer sont de 100%. Or, il y a un facteur à prendre en compte, c'est que sa grand-mère, Bonnie Vance, elle prend de l'âge. Et si c'est elle qui sauve toujours la famille, en fait, le problème, c'est qu'elle sera pas toujours là. Donc si J.D. Vance ne devient pas l'homme dont la famille a besoin, qui les sauvera ? Personne. Donc ce qui va se passer, c'est que J.D., il va accepter de quitter sa mère et réellement se préparer à son avenir. Parce que évidemment, quand on est gosse, on pense que la cavalerie arrive, il y aura toujours quelqu'un pour nous sauver, et le principe d'être adulte, c'est qu'on comprend que c'est nous la cavalerie. Ces 3 années avec ma grand-mère, seule et sans interruption, m'ont sauvé. Sur le moment, je ne vis pas bien la causalité dans ce changement, ni à quel point vivre avec elle avait tout bouleversé. Je ne vis pas que mes notes commençaient à remonter peu après mon installation chez elle, et je ne pouvais pas savoir que j'étais en train de me faire des amis pour la vie. À cette époque, nous nous mîmes à parler des problèmes de la communauté. Mamo me poussa à chercher un petit boulot, m'expliquant que connaître la valeur de chaque dollar me ferait du bien. Voyant que je faisais à sourde oreille, elle exigea que j'en trouve un. Et c'est ce que je fis. Je devins caissier chez Dillman. Donc Dillman, c'est un petit supermarché de proximité. Ce qui va se passer, c'est que le travail chez Dillman va lui faire comprendre qu'il y a une diversité de profils chez les hillbillies qu'il n'imaginait pas. Et ces divers profils travaillent dans les mêmes quartiers. Et dans ces mêmes quartiers, du coup, il y a ceux qui travaillent, qui gagnent peu d'argent, ceux qui viennent de perdre leur emploi, et ceux qui ne veulent pas travailler. Je cite, « Je découvris également comment les gens trompaient le système d'aide sociale. Ils achetaient des sodas, 2 packs de 12, qu'ils payaient en bons alimentaires, puis ils les revendaient à un magasin discount contre des espèces. Ils séparaient leurs achats en 2, réglant la nourriture avec les bons alimentaires, la bière, le vin, les cigarettes en espèces. Ils s'écartaient souvent de la file d'attente de la caisse pour parler dans leur téléphone portable. » Il précise ça parce qu'à l'époque, les téléphones portables sont hyper chers, donc en fait, ce qui se passe, c'est que ces gens-là détournent l'argent des bons alimentaires qui servent normalement la subsistance des gens pauvres. En fait, ils le détournent pour s'acheter des conneries comme un téléphone portable. Et évidemment, ils se mettent en scène devant tout le monde à la caisse du supermarché en train de parler dedans super fort pour qu'on voit bien qu'ils ont un téléphone portable alors que ils sont pauvres, ils payent avec des bons alimentaires. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi notre vie à nous était un combat. Maman écoutait avec attention le récit de mes expériences chez Dillman. Nous commencions à regarder avec méfiance pas mal de gens qui, comme nous, appartenaient à la classe ouvrière. Pour la plupart, nous devions lutter pour nous en sortir, mais on se débrouillait, on travaillait et on croyait en des lendemains meilleurs. Mais une minorité significative vivait d'allocations chômage. Toutes les 2 semaines, je touchais un petit chèque et j'examinais la ligne qui montrait que l'État me prenait chaque impôt et taxe. Ça, c'est un truc qu'on connaît bien aussi, nous, en France. Dans le même temps, notre voisin drogué se payait des steaks que j'étais trop pauvre pour m'acheter moi, et qu'oncle Sam m'obligeait à offrir à quelqu'un d'autre grâce aux retenues sur mon salaire. Tel était mon état d'esprit à 17 ans, et même si je suis bien moins en colère aujourd'hui que je ne l'étais alors, je commençais à me dire que le Parti des travailleurs, auquel Mamo était attaché, les démocrates, ne menait pas vraiment la politique qu'il était censé mener. Les spécialistes des études politiques ont consacré des millions de mots à vouloir expliquer comment les Appalaches et le Sud étaient passés de férocement démocrates à férocement républicains en moins d'1 génération. Certains accusent la question raciale et le ralliement du Parti démocrate au mouvement des droits civiques. D'autres citent la foi religieuse et l'emprise qu'un fort conservatisme social a sur les chrétiens évangélistes de la région. Une part de vérité importante réside dans le fait que de nombreux Blancs ont vu précisément ce que j'ai vu moi aussi en travaillant chez Dillman. Dès les années 70, la classe ouvrière blanche se tourna vers Richard Nixon, car elle avait le sentiment, comme l'a dit quelqu'un, que les types du gouvernement donnent du fric à des gens qui ne foutent rien, ils se moquent de nous, chaque jour on travaille dur pour qu'ils se moquent de nous.
Malgré nos efforts pour tracer une ligne de démarcation nette entre les pauvres qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, Mamo et moi étions conscients que nous avions beaucoup de choses en commun avec ceux qui, jugions-nous, justifiaient notre mauvaise réputation. Les bénéficiaires de la section 8 nous ressemblaient. La section 8, c'est un projet fédéral d'aide aux gens défavorisés. La mère de la première famille qui emménagea à côté de nous était née dans le Kentucky, et elle avait suivi ses parents dans le Nord à la poursuite d'une vie meilleure. Elle avait vécu successivement avec 2 hommes qui étaient partis en lui laissant chacun un enfant et aucune aide financière. Elle était gentille, ses enfants aussi, mais la drogue et les disputes nocturnes révélèrent des problèmes que bon nombre d'immigrants hillbilly ne connaissaient que trop bien. Face à un tel constat qui valait pour sa propre famille, Mamo était frustrée et enragée. Cette colère faisait de Bonnie Vance une experte en politique sociale. C'est qu'une feignasse et une traînée, mais elle n'en serait pas une si elle était obligée de se trouver un boulot. Et je hais les fils de pute qui ont filé du fric à ces gens pour qu'ils viennent vivre chez nous. Je comprends pas pourquoi on doit ramer quand on a bossé toute sa vie, alors que ces morts de faim se paient de l'alcool et des recharges pour leur téléphone portable avec l'argent de nos impôts. De la part de ma grand-mère au grand cœur, c'était des propos curieux. Et si un jour elle s'en prenait au gouvernement parce qu'il en faisait trop, le lendemain elle s'en prenait à lui parce qu'il n'en faisait pas assez. Ça c'est un réflexe français qu'on connaît bien nous aussi. En fait, c'est intéressant de se dire que au sein de ce groupe qui paraît homogène, il y a quand même une diversité de profils qui fait que ceux qui ont la dignité de travailler veulent vraiment se démarquer des glandus, et qu'en même temps, ils voient qu'il y a des similarités entre ces différents individus. Donc c'est une époque où il va essayer de comprendre les causes des problématiques de sa communauté. Donc il se mit à lire beaucoup de sociologie, et qui évoque la manière dont le gouvernement encourageait le déclassement à travers le système d'aide sociale. Ça c'est très important, c'est que pour J.D. Vance, les aides sociales maintiennent les gens dans la merde. En réalité, pour lui, ce qui est intéressant, c'est que c'est contre-intuitif. On donne quelques pièces aux gens, donc on a l'impression de les aider, mais en réalité, ce qu'on fait, c'est on met les pièces au fond du seau de merde et il reste la tête dedans à essayer de chercher les pièces, plutôt qu'à essayer de sortir la tête de ce seau. Bien qu'utile, aucun de ces ouvrages ne répondait complètement aux questions qui me tourmentaient. Pourquoi notre voisine ne quittait-elle pas l'homme qui la frappait ? Pourquoi dépensait-elle son argent pour se droguer ? Comment pouvait-elle ne pas voir que son comportement était en train de détruire sa fille ? Pourquoi toutes ces choses arrivaient-elles non seulement à notre voisine, mais également à ma mère ? Il me faudra des années pour comprendre qu'aucun livre, expert ou domaine d'études ne pouvait à lui seul expliquer les problèmes des hillbillies dans l'Amérique moderne. Notre complainte est sociologique, mais elle s'explique aussi par la psychologie, la communauté de culture et de foi. C'est intéressant ce qu'il dit. Il dit, cher sociologue, ok, vous êtes là avec vos raisons économiques pour tout expliquer, etc. Mais enfin, il n'y a aucun rapport à l'argent au fait de dépenser justement cet argent pour se droguer. Il n'y a pas de rapport à l'argent entre des personnes qui ont des revenus économiques différents, puisque sa mère est infirmière, donc elle gagnait pas si mal sa vie que ça, et qui fassent quand même les mêmes choix que ceux qui ont pas de sous, en fait. Donc, il est là, du coup, sachant que c'est massif au sein de cette communauté, comment vous l'expliquez ? Et en fait, il n'y a aucun expert qui, tout seul, peut expliquer l'ensemble des causes qui amènent à ces phénomènes, qui sont massifs. J'étais en première quand notre voisine Patty téléphona à son propriétaire pour lui demander de faire réparer les fuites d'eau au plafond de son salon. Lorsque celui-ci se présenta, il trouva Patty, seins nus, défoncée et inconsciente sur son canapé. À l'étage, la baignoire débordait, d'où les fuites. Visiblement, elle s'était fait couler un bain, avait avalé des cachets, puis était tombée dans les vapes. Le sol de l'étage était endommagé, ainsi qu'une partie des biens de la famille. Voilà le vrai visage de notre communauté. Une junkie à poil qui bousille le peu de choses qu'elle possède. Les enfants qui n'ont plus ni jouets ni vêtements à cause de l'addiction de leur mère. Ça va être le passage qui va résumer toute la communauté des hillbillies et qui va vraiment illustrer la cohabitation entre cette schizophrénie, la culture de l'honneur, le fait de toujours vouloir paraître avec des moyens bien supérieurs à ce qu'on a réellement, l'immaturité, l'irresponsabilité, le grand n'importe quoi, va être vraiment résumé dans ce passage. Tel était le monde dans lequel je vivais, un monde de comportement parfaitement irrationnel. Nous créons notre propre pauvreté en achetant des téléviseurs géants et des iPads. Nos enfants sont bien habillés grâce à des crédits à la consommation aux intérêts stratosphériques et des prêts à très court terme. Nous achetons des maisons trop grandes pour nous, achats que nous refinançons au prix fort. Puis, ne pouvant plus rembourser notre emprunt, nous les quittons en laissant derrière nous une véritable décharge.
L'épargne n'est pas notre hobby préféré. Nous dépensons pour avoir l'air riche. Et quand le brouillard retombe, que la faillite s'abat ou qu'un proche paie pour nous arracher notre idiotie, il ne reste plus rien. Rien pour payer les études des enfants, aucun investissement pour produire de la richesse, pas de filet de sécurité au cas où on perdrait son job. Nous savons que nous ne devrions pas tout claquer ainsi. Nous nous en voulons, mais nous le faisons quand même. Nos maisons sont de vrais foutoirs. Nous hurlons les uns les autres comme des supporters dans un match de football. Un membre de la famille au moins se drogue, parfois le père, parfois la mère, ou tous les deux. Dans les pires moments, nous nous tapons dessus devant le reste de la famille, y compris les jeunes enfants, et le plus souvent, les voisins entendent ce qui se passe. Le mauvais plan, c'est quand ils appellent la police pour mettre fin à ce cirque. Nos enfants sont alors placés dans un foyer d'accueil, mais n'y restent jamais longtemps. Nous leur présentons nos excuses, ils croient que nous sommes réellement désolés, ce que nous sommes, quelques jours plus tard, nous remettons ça. Enfants, nous ne faisons rien en classe, et devenus parents, nous permettons à nos enfants de ne rien faire eux non plus, si bien que leurs résultats scolaires sont catastrophiques. Parfois nous nous fâchons contre eux, mais nous ne leur donnons pas les outils pour réussir. La paix et le calme chez eux, par exemple. Même les meilleurs, les plus brillants, iront à l'université la plus proche s'ils échappent à la zone de guerre qu'est leur maison. Je me fous que tu sois pris à Notre-Dame, leur disons-nous. Tu peux faire de très bonnes études pas chères à la fac publique. Comble de l'ironie, pour les pauvres comme nous, aller à Notre-Dame est mieux et moins cher. Ça, c'est un truc qu'on va voir, c'est que les hillbillies, comme la ruralité française, etc., c'est que ils ont une méconnaissance profonde du système scolaire, ne savent pas du tout comment il fonctionne, contrairement aux citadins qui connaissent très bien les rouages du système scolaire, que ce soit la méthode de travail ou tout simplement tous les concours, etc., tous les métiers possibles, toutes les études possibles, etc. Ils connaissent très très bien ça, les citadins, alors que les hillbillies comme les ruraux, pas du tout. Et par exemple, ça c'est aux États-Unis, il faut payer les études. Mais en fait, les meilleures facs du pays sont moins chères pour les pauvres que les facs du coin. Or, ça, ils ne le savent pas. Comme ils l'ignorent, en fait, ce qui se passe, c'est que même les étudiants les plus brillants des hillbillies, en fait, sont envoyés dans les facs pourris du coin plutôt que d'aller dans les meilleures universités d'Amérique où, en fait, ils paieraient moins cher. Donc, c'est un truc à noter. Nous choisissons de ne pas travailler alors qu'il le faudrait. Parfois, nous trouvons du boulot, mais ça ne dure pas. Tôt ou tard, nous serons virés, soit par absentéisme, soit pour avoir volé des marchandises que nous avons revendues sur eBay, soit parce qu'un client se sera plaint de notre haleine sentant l'alcool, soit parce que nous passons 35 minutes aux toilettes par roulement. Nous vantons la valeur du travail, et expliquons que, si nous ne travaillons pas, c'est à cause d'une injustice. Obama a fermé les mines de charbon, ou bien tous les emplois ont été délocalisés en Chine. Voilà les mensonges que nous nous racontons pour corriger cette dissonance cognitive, le lien brisé entre notre monde et les valeurs que nous professons. Nous parlons à nos enfants de responsabilité, mais ne joignons jamais le geste à la parole. Par exemple, pendant des années, j'ai rêvé de posséder un chiot berger allemand, et maman m'en avait plus ou moins trouvé un. Mais c'était notre 4e chien, et je ne m'étais jamais renseigné pour savoir comment le dresser. Au bout de quelques années, ils avaient tous disparu, donnés à la police ou à un ami de la famille. Après avoir dit adieu au 4e chien, on a le cœur plus sec, on a appris à ne plus s'attacher. Voilà, ils s'attachent plus à leurs animaux parce qu'en fait ils sont irresponsables et ils n'arrivent jamais à s'en occuper. Ils n'ont jamais le sérieux pour s'en occuper. Nos habitudes alimentaires et notre manque d'exercice physique nous destinent à une mort précoce, inexorable. Dans certaines parties du Kentucky, l'espérance de vie est de 67 ans. Soit 15 de moins que dans la Virginie voisine. Une étude récente a montré que celle des Blancs de la classe ouvrière est même en baisse, cas unique parmi tous les groupes ethniques du pays. Nous mangeons des brioches industrielles au petit déjeuner, des tacos au déjeuner et des hamburgers au dîner. Nous faisons rarement la cuisine, même si c'est moins cher, meilleur pour le corps et l'esprit. L'exercice physique se limite aux jeux que nous faisons enfants. Nous voyons des gens faire leur jogging dans la rue uniquement quand nous partons faire notre service militaire ou des études loin de chez nous. Alors pour contraster avec le blabla de la famille blanche ouvrière rurale traditionnelle, on va voir à quel point c'est traditionnel. Il y a peu, j'ai remarqué sur Facebook qu'une connaissance, une ancienne camarade de lycée qui avait elle aussi de profondes racines hillbilly, changeait sans cesse de petite amie, des relations qui naissaient et mouraient en l'espace de quelques semaines. On voyait sur sa page des photos d'un mec, puis, quelque temps après, celles d'un autre. On assistait à des disputes par réseau interposé, jusqu'à ce que tout explose en public.
Elle a mon âge, 4 enfants, et quand elle écrivit qu'elle avait enfin trouvé un homme qui la traitait bien, une rengaine qui revenait régulièrement, sa fille âgée de 13 ans commenta « Assez, je veux que ça s'arrête, je veux que ça s'arrête ». Voilà, la famille traditionnelle, là. Alors, au milieu de tout ce bordel, on peut se demander comment sa grand-mère a fait pour sortir J.D. Vance de tout ce chaos. Il faut savoir que les études scientifiques ont montré que la réussite scolaire est assez peu modulée par les parents, en fait, à part pour l'héritabilité du QI, mais en termes d'influence, c'est assez faible. Ce qui module énormément l'enfant, c'est sa socialisation, donc son entourage autre que celle des parents, donc les amis. Les amis ont une énorme influence, et peut-être que la grand-mère en a eu une. Et en fait, sa grand-mère a commencé par une chose, c'est éliminer les mauvaises fréquentations. Je cite « Au fond de moi, je savais qu'il me faudrait bientôt prendre des décisions quant à mon avenir. Tous mes camarades voulaient aller à l'université. Et si j'avais des amis motivés à ce point, c'était grâce à l'influence de Mamo. À 11 ans, nombre de mes connaissances du quartier fumaient déjà de l'herbe. Mamo le découvrit et m'interdit de les fréquenter. Beaucoup d'enfants désobéissaient à ce genre de consignes, mais eux ne les reçoivent pas d'une personne comme Bonnie Vance. Elle promit que si elle me voyait encore avec ces sujets blacklistés, elle les renverserait en voiture et personne saura la vérité, conclut-elle d'un air menaçant. Alors après le lycée, où grâce au fait d'être au calme chez sa grand-mère, ses notes vont remonter et donc il se demande est-ce que je vais à l'université. Le problème c'est que 1, il s'en sent pas tout à fait prêt, il a pas envie de partir. Et 2, il y a autre chose, c'est que il y a un événement, c'est le 11 septembre 2001. Les attentats du 11 septembre avaient eu lieu 1 an plus tôt, pendant mon avant-dernière année de lycée, et comme tout hillbilly qui se respecte, j'étais prêt à partir au Moyen-Orient pour buter du terroriste. Mais la perspective de servir dans l'armée, les instructeurs qui vous roulent dessus durant votre formation, l'exercice physique quotidien, la distance qui me séparait de ma famille me faisait peur. Jusqu'à ce que Rachel me suggère de parler à un recruteur, laissant entendre qu'elle me croyait capable. Rejoindre les Marines semblait aussi plausible que de voler vers Mars. À présent, quelques semaines avant de commencer à payer mes frais de scolarité à l'Ohio State, je n'avais plus que les Marines en tête. Un samedi à la fin de mars, j'entrai donc dans le bureau du recruteur et je l'interrogeai. Il n'essaya pas de me vendre quoi que ce soit, il m'expliqua que je gagnerais très peu d'argent et que je participerais peut-être à une guerre. Mais on t'apprendra ce qu'est le leadership, et on fera de toi un jeune homme discipliné, ajouta-t-il. Cela piqua mon intérêt, car un JD engagé dans l'armée m'inspirait encore une forte incrédulité. J'étais un gamin un peu rondouillard aux cheveux longs. Quand le prof de sport nous ordonnait de courir 1 kilomètre, j'en faisais au moins la moitié en marchant. Je ne m'étais jamais levé avant 6 heures du matin, et voilà que l'on m'assura que je me réveillerais à 5 heures et que je courrais plusieurs kilomètres chaque jour. Je rentrai chez moi et fis le point sur la situation. Mon pays avait besoin de moi, et si je ne contribuais pas à la prochaine guerre menée par les États-Unis, je le regretterais toute ma vie. Je songeais au GI Bill. Donc là, les GI Bill, c'est une bourse qui est allouée à ceux qui ont servi dans l'armée pour pouvoir faire des études à l'université. Ils vous payent l'université. Je songeais au GI Bill qui me permettrait de troquer mes dettes contre l'indépendance financière. Surtout, je n'avais pas d'alternative. Il y avait les Marines, l'université ou rien. Les 2 dernières solutions ne me plaisaient pas. 4 ans dans l'armée m'aiderait à devenir celui que je voulais être, me dis-je. C'est intéressant parce que ce qui l'a mené dans l'armée, c'est de se visualiser lui-même comme il voudrait être. Il s'est dit, je suis un peu rondouillard, je fais pas de sport, j'ai aucune discipline, j'ai pas de volonté. Or, la perspective de voir un J.D. Vance avec une volonté et une discipline de fer, qui a un physique de grand sportif, etc., il s'est dit, mais en fait, c'est ça que je veux. Et donc, si une structure peut encadrer cette transformation, il faut que j'y aille. Et en fait, la seule chose qui le retenait d'aller dans l'armée, alors bien sûr, évidemment, il va prendre la décision d'y aller quand même, mais il y avait quelque chose qui le freinait, c'est que il allait rempiler pour 4 ans, or, la santé de sa grand-mère commençait à se dégrader, et il était certain que s'il partait dans l'armée, il ne la reverrait pas. Alors en fait, ça m'a beaucoup touché, parce que moi-même, quand je suis parti en thèse, j'ai eu exactement le même sentiment vis-à-vis de mes grands-parents, et ça m'a beaucoup attristé. Or, il me manque énormément. Donc, lire ce passage de J.D. Vance, où lui, il part carrément à l'armée, vraiment loin de sa famille pour faire la guerre, voilà, je trouvais que c'était vraiment une réflexion touchante, en fait, le fait que ce qui le freinait surtout, c'était son attachement à sa grand-mère.
Comme je vous l'ai dit, dans la culture de l'honneur et de la fierté des hillbillies, il y a aussi une partie qui les empêche de se voir réellement comme ils sont, et notamment cette négation de la réalité qui induit un défaitisme permanent. Comme le jeu est pipé, les efforts ne servent à rien. Or, c'est une culture qui empêche d'avancer. Et en fait, ce qu'il va trouver à l'armée, c'est exactement le contraire, et lui, il va considérer que c'est vraiment un antidote à cette culture défaitiste, puisque chaque effort compte, et chaque effort est récompensé au sein du service militaire. Je cite, « Chaque fois que l'instructeur me hurlait dessus et que je restais impassible, chaque fois que je pensais perdre pied... » Alors ça peut vous paraître anecdotique, le fait que l'instructeur lui hurle dessus et que lui reste impassible, mais pour lui c'est beaucoup parce que, justement, il vient de cette culture de l'honneur où quand un mec te hurle dessus, normalement tu lui mets une pêche. Et là, en fait, tu le laisses couler. Et c'est très difficile pour eux. Chaque fois que l'instructeur me hurlait dessus et que je restais impassible, chaque fois que je pensais perdre pied lors d'un exercice physique et que je tenais bon, chaque fois que j'arrivais à faire une chose qui me parut impossible, comme grimper à la corde, je gagnais davantage confiance en moi. Lorsqu'une personne pense, comme c'était mon cas dans ma jeunesse, que les choix n'ont pas d'effet sur les résultats obtenus, les psychologues appellent ça l'impuissance acquise. Dans le monde d'attente modeste qu'était Middletown et dans le chaos de notre maison, la vie m'avait enseigné que je ne contrôlais rien. Mamo et Papo m'avaient empêché de sombrer complètement dans ce sentiment, et les Marines m'ouvraient de nouveaux horizons. À la maison, j'avais appris l'impuissance. À l'armée, je découvrais le pouvoir de la volonté. Malgré les efforts de ma grand-mère, malgré les incessantes diatribes, tu peux tout faire, ne sois pas comme ces tocards qui pensent toujours que les dés sont pipés et qu'ils n'ont aucune chance. Quand je m'étais engagé, le message n'était qu'en partie arrivé à bon port. Autour de moi, les gens en diffusaient un autre. Nous n'étions pas à la hauteur, eux et moi, voilà tout. Et si Middletown ne fournissait pas de diplômés des meilleures universités, le problème était d'ordre génétique, tenait au caractère. Je ne fus pas en mesure de comprendre combien cette mentalité était destructrice avant de m'être enfui. Les Marines l'avaient remplacé par autre chose qui déteste les excuses. Donner tout ce qu'on a. Tel était le leitmotiv répété quand on faisait du sport ou qu'on suivait des cours sur la santé et la nutrition. La première fois que je courus 5 km, vaguement content de mon médiocre temps de 29 minutes, un instructeur assez impressionnant m'accueillit avec ces mots sur la ligne d'arrivée. « Si tu dégueules pas, c'est que t'es une feignasse. T'as pas le droit d'être une putain de feignasse. » Puis il m'ordonna de faire des sprints entre un arbre et lui sans m'arrêter. J'avais des hauts le cœur et le plus grand mal à reprendre mon souffle. C'est comme ça que tu devrais te sentir à la fin de chaque course, beugla-t-il. Chez les Marines, donner tout ce qu'on a, c'est une façon de vivre. Je ne dis pas que les capacités ne comptent pas, elles aident, c'est certain, mais comprendre qu'on s'est sous-estimé soi-même est une sensation puissante. Que votre esprit a confondu incapacité et effort insuffisant. C'est pourquoi, chaque fois qu'on me demande ce que j'aimerais le plus changer au sein de la classe ouvrière blanche, je réponds « le sentiment que nos choix n'ont aucun effet ». Chez moi, les Marines ont excisé ce sentiment comme un chirurgien retire une tumeur. Et putain, quand même, le passage chez les Marines, mais il est hyper stylé. Enfin, en tout cas, c'est super stimulant, super... Ouais, on est enivré par sa volonté d'acier, quoi. Alors l'armée, c'est pas seulement soigner son impuissance acquise, c'est aussi être encadré par des grands frères, entre guillemets, une structure qui veille sur toi. Voilà, c'est des frères d'armes qui veillent les uns sur les autres et notamment sur les plus jeunes. Donc je cite, « Nous nous plaignons sans cesse de la principale différence visible entre notre boulot et celui des civils. Dans la vie civile, votre patron ne pouvait pas vous donner d'ordre en dehors des heures de travail. Chez les Marines, non seulement mon patron s'assurait que je travaillais bien, mais il veillait à ce que mon lit soit bien fait, mes cheveux coupés courts et mon uniforme repassé. Il envoyait un soldat plus âgé que moi me surveiller lorsque j'achetais ma première voiture, afin que je rentre avec un modèle pratique, une Toyota ou une Honda, et pas la BMW que je voulais. Les mecs sont tellement intrusifs dans la vie intime, genre tu vas t'acheter ta première bagnole, et il y a l'officier qui fait « Ouais, non mais Joe, va avec lui là, parce que je sens que sinon il va faire n'importe quoi, il va s'acheter une voiture de sport, ou un 4x4 ou je sais pas quoi. Oui, voilà, une Honda Civic, c'est très bien, oui, parce qu'en fait t'as que 2000 balles, donc tu vas pas casser les couilles. » Quand je faillis accepter de financer mon achat en empruntant à l'organisme du crédit du concessionnaire avec un taux d'intérêt de 21%, c'est énorme, hein. Mon chaperon péta les plombs, donc son officier il pète les plombs, et m'ordonna d'appeler chez Navy Fed pour avoir un autre taux. Ce fut moins de la moitié. J'ignorais complètement que les gens faisaient cela.
comparer les banques, je croyais qu'elles étaient toutes pareilles. Putain. Non mais les gars, ils ont vraiment pas les armes pour affronter le monde complexe, capitaliste, des entreprises qui se font concurrence et tout. En fait, le monde est beaucoup trop complexe pour ces gens, quoi. Genre, ils sont vraiment pas éduqués pour affronter sereinement la société marchande, quoi. Les Marines exigeaient que j'envisage des décisions stratégiques, et ils m'apprirent à le faire. Tout aussi important, ils transformèrent ce que j'attendais de moi. Au camp d'entraînement, l'idée de devoir grimper 9 mètres à la corde me terrorisait, mais au bout d'un an chez les Marines, je grimpais avec un seul bras. Avant de m'engager, je n'avais jamais couru 1,5 km sans m'arrêter. Lors de mon dernier test physique, j'en courais près de 5 en 19 minutes. C'est chez les Marines que j'ai pour la première fois donné des ordres à des adultes et que je les ai vus m'écouter, que j'ai appris qu'avoir du leadership, c'était gagner le respect de ses subordonnés et non de les tyranniser, que j'ai découvert comment obtenir ce respect, que j'ai vu des hommes et des femmes des différentes classes et origines travailler en équipe et former une vraie famille. C'est là qu'on m'a pour la première fois donné la possibilité d'échouer, puis de recommencer. Ça c'est ça c'est quand même un truc. Je pense qu'il y a qu'aux États-Unis où j'ai vu cette culture où l'échec n'est pas une honte, où l'échec est inhérent au parcours et que justement quelqu'un qui a de nombreux échecs et aussi de nombreuses réussites, etc., c'est que vraiment il a les couilles quoi de s'engager, de tester des trucs, d'essayer, etc. Alors que vraiment dans les pays du tiers-monde, la honte de l'échec, elle est mais stratosphérique. Je me souviens que j'ai écouté une interview de Ibra TV qui est tchétchène. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que quand il a commencé à faire tous les sports de combat, la MMA, etc., il avait énormément de mal à accepter l'échec et il dit que dans sa culture à lui, l'échec, mais c'est vraiment, c'est une honte, c'est inacceptable, faut se venger, etc. parce que c'est totalement inacceptable pour eux. Et l'intervieweur, il fait, mais attends, c'est complètement con, dans un sport de combat, il y a un moment, tu perds, etc. Il fait, non, mais je sais très bien, mais c'est comme ça dans ma culture, c'est super con, et lui-même réalisait que c'était complètement débile, quoi. Mais c'est vraiment la peur de l'échec est vraiment un truc inhérent aux sociétés du tiers-monde, et je trouve qu'il y a quand même un peu ça en France aussi, où on se moque très facilement de quelqu'un qui a essayé et qui a échoué, alors qu'aux États-Unis ce serait justement valorisé, c'est qu'il a eu les burnes déjà d'essayer. Donc après un certain temps aux États-Unis, il devient ce qu'il avait envie d'être, il a réussi à tenir, et en fait ce qu'il fait c'est que il a perdu 20 kilos de gras, maintenant il a un peu de fric, et les gens lui parlent enfin comme un homme. Et pour la première fois de sa vie, en fait, il inverse les rôles. Quand il revient à Middletown ou à Jackson, dans son Ohio, il n'est plus l'enfant sous la responsabilité, il devient peu à peu le chef de famille. Mamo et moi adorions le film Terminator 2. Nous avions dû le voir ensemble 5 ou 6 fois. Elle considérait Arnold Schwarzenegger comme l'incarnation du rêve américain, un immigrant assez fort pour arriver au sommet. À mes yeux, le film était une métaphore de ma propre vie. Mamo était ma gardienne, ma protectrice et si nécessaire, mon fichu Terminator. Quoi que la vie ait en réserve, tout irait bien. Elle était là pour me protéger. En l'aidant à payer sa mutuelle, j'étais pour la première fois de ma vie son protecteur. J'en tirais une satisfaction que je n'avais jamais cru possible. Comment l'aurais-je pu ? Avant les Marines, je n'avais jamais eu les moyens d'aider quiconque. Quand je rentrais en permission, je pouvais l'emmener déjeuner dehors, offrir des glaces aux enfants et de jolis cadeaux à Noël à Lindsay. Au cours de l'une de mes visites, Mamo et moi emmenâmes les 2 aînés de ma sœur, parce que sa sœur est devenue maman entre-temps, en excursion au parc naturel de Hocking Hills, un coin magnifique des Appalaches dans l'Ohio, retrouver tante Wee et Dan. Je conduisis pendant tout le voyage, payais l'essence et le dîner à tout le monde, certes des hamburgers chez Wendy's. Je me sentais enfin adulte, plaisanter et rire avec les personnes que j'aimais le plus au monde pendant qu'elles mangeaient le repas que j'avais pu leur offrir me procura une joie et un sentiment d'accomplissement indicible. Toute ma vie, j'étais passé de la peur dans les pires moments à une petite sensation de stabilité et de pureté dans les meilleurs. J'étais tour à tour poursuivi par le méchant Terminator et protégé par le bon. Jamais je ne m'étais cru capable ni chargé de prendre soin de ceux que j'aimais. C'est intéressant, pour J.D. Vance, toutes les familles ont un Terminator. La question, c'est à quel âge on le devient. Est-ce qu'on sera celui qui protège John Connor ou celui qui traque Sarah Connor ? Et quelque part, est-ce que c'est pas le même ?
Pour lui, toute son enfance, sa grand-mère fut son Terminator, et maintenant c'est à son tour d'endosser ce rôle. Il y a un passage qui est très important dans Hillbilly Elegy et qui explique une chose, c'est en 2016, J.D. Vance il fait partie des républicains qui sont anti-Trump. J.D. Vance il déteste Donald Trump et à la campagne de 2024, il devient son colistier et il soutient la candidature de Donald Trump. Donc qu'est-ce qui a changé entre-temps? Et ça c'est difficile de réfléchir dessus parce qu'on n'est pas dans les petits papiers, mais il y a quelques éléments qui vont suggérer pourquoi J.D. Vance ne soutenait pas initialement Donald Trump. J.D. Vance, il a une vraie aversion pour le populisme. Hein. En fait, pour lui, c'est vraiment les politiques qui manipulent sa communauté pour pouvoir avoir des voix en leur immisçant des fausses informations et en leur faisant croire n'importe quoi. En fait, pour lui, ça ne rend pas service à sa communauté quand on fait du populisme. Au contraire, ça lui maintient sa tête dans le seau de merde. Je cite J.D. Vance. « Les signes étaient partout autour de nous. Un pourcentage important d'électeurs conservateurs blancs, environ un tiers, croient que Barack Obama est musulman. Dans un sondage, pour 32% des conservateurs, Obama est né à l'étranger et 19% des personnes interrogées affirmaient ne pas savoir, ce qui veut dire que la majorité des blancs conservateurs n'est pas sûre que Barack Obama est bel et bien américain. J'entends régulièrement des connaissances ou des membres de la famille les plus éloignés affirmer qu'Obama a des liens avec les extrémistes musulmans et que c'est un traître ou qu'il est né Dieu sait où. Certaines personnes pensent que les blancs de la classe ouvrière sont furieux ou désabusés à cause de la désinformation. À l'évidence, il existe une véritable industrie de la désinformation, composée de théoriciens conspirationnistes et d'extrémistes notoires qui racontent les pires idioties sur tous les sujets, les prétendues croyances religieuses d'Obama à l'origine de ses ancêtres. Mais les grands médias, y compris Fox News, dont la malignité n'est plus à démontrer, ont toujours dit la vérité sur la citoyenneté d'Obama et sa religion. Les gens que je connais savent pertinemment ce que disent les grands médias en la matière. Simplement, ils ne les croient pas. Ça, c'est aussi un truc, c'est qu'en fait, souvent, les débunkers, les gens qui sont les zététiciens et compagnie, qui disent « Oui, mais en fait, le prolétariat blanc conservateur de droite sont davantage conspirationnistes », ce qui est vrai, en fait, mais même en France, il y a des sondages qui montrent qu'en gros, les électorats les plus conspirationnistes, qui adhèrent le plus à des théories du complot, sont l'électorat du Rassemblement National et ceux de la France Insoumise. Et maintenant, sur X, on voit que avant c'était un peu plus l'électorat du Front National. Moi je pense que ça change un peu, je pense que ça s'inverse et que on voit la quantité de community notes qui sont adressées sur les réseaux Twitter pour corriger des informations fausses. En fait, c'est davantage les politiques de la France Insoumise qui, en fait, les politiques de la France Insoumise ont eu davantage de community notes que ceux du Rassemblement National et de vraiment loin, quoi. Il y a Jean-Luc Mélenchon, il a genre plus du double de Jordan Bardella ou de Marine Le Pen. Mais enfin, tout ça pour dire que c'est un truc qui est connu, c'est que les blancs ouvriers conservateurs adhèrent davantage à des théories conspirationnistes, et en fait souvent les journalistes, les débunkers, les zététiciens pensent que c'est par manque d'information. Or, lui, ce que dit J.D. Vance, mais c'est pas par manque d'information, genre tout ce que vous racontez dans les médias, etc., même quand c'est vrai, mais les blancs conservateurs savent très bien ce que vous dites, c'est juste qu'ils vous croient pas, c'est tout. Seuls 6% des électeurs américains pensent que les médias sont tout à fait dignes de confiance. Pour beaucoup d'entre nous, la liberté de la presse, ce rempart de la démocratie américaine, n'est que de la foutaise. Si on ne se fie pas à la presse, que reste-t-il pour réfuter les thèses conspirationnistes qui envahissent sans partage Internet ? Barack Obama est un étranger qui fait tout ce qu'il peut pour détruire notre pays. Ce que les médias nous disent est faux. Dans la classe ouvrière blanche, beaucoup ont une vision très négative de la société dans laquelle ils vivent. Voici quelques propos empruntés à des amis ou des parents qui m'ont envoyé courriels et lettres.
10 ans après les attentats du 11 septembre, l'animateur radio d'extrême droite Alex Jones a parlé dans un documentaire d'une question restée sans réponse, laissant entendre que le gouvernement américain avait joué un rôle dans le massacre de ses propres citoyens. Dans une chaîne de courriel, on apprend que la loi Obamacare prévoit la pose d'une puce électronique chez tous les nouveaux patients. Cette hypothèse est particulièrement pernicieuse en raison de ses causes religieuses. Beaucoup croient qu'à la fin des temps, la marque de la bête, annoncée dans la prophétie biblique, sera un appareil électronique. Divers amis ont prévenu à travers les réseaux sociaux leurs proches de cette menace. C'est très drôle parce que pour le coup, Peter Thiel, lui, ne croit pas aux théories du complot qui impliquent l'État parce que comme il est néo-réactionnaire, il pense que l'État est inefficace. Donc c'est impossible qu'un État inefficace mette en place un complot bien ficelé. Donc toutes les théories du complot qui impliquent l'État, lui, il y croit pas. C'est très drôle. Bon allez, je continue. Le très populaire site d'information WorldNet Daily a publié un éditorial suggérant que la tuerie dans l'école de Newton avait été orchestrée par le gouvernement fédéral pour faire accepter par l'opinion une loi sur le contrôle des armes. De nombreux sites internet ont affirmé que Barack Obama instaurerait la loi martiale avant la fin de son mandat dans le but de faire un 3e mandat, ce qui est évidemment pas arrivé. La liste est longue, impossible de savoir combien de gens croient à une ou plusieurs de ces histoires, mais si un tiers de notre communauté met en doute la nationalité du président, malgré d'innombrables preuves, il y a tout à lieu de penser que d'autres thèses conspirationnistes sont elles aussi à l'œuvre. Ce n'est pas du simple scepticisme libertarien à l'égard des pouvoirs publics, sains dans notre démocratie. Il s'agit d'une profonde défiance à l'égard des institutions de notre pays qui gagnent le cœur de la société. Nous ne pouvons pas nous fier aux journaux télévisés, nous ne pouvons pas nous fier aux hommes politiques. Nos universités, passerelles vers une vie meilleure, se dressent contre nous. Nous ne pouvons pas trouver de travail. Vous ne pouvez pas croire ces choses et participer activement au fonctionnement de la société. Des psychologues et des sociologues ont montré que les croyances collectives sont une forte source de motivation. Quand le groupe sent qu'il a intérêt à travailler dur et atteindre des objectifs, ses membres font mieux que d'autres individus placés dans des situations comparables. La raison est évidente. Si vous pensez que le travail paie, alors vous travaillerez. Mais si vous pensez que c'est difficile d'avancer, même quand on essaie, alors pourquoi essayer ? C'est drôle parce que, en fait, ce qu'il disait, c'est que l'impuissance acquise et cette culture de la loose, en fait, le complotisme s'inscrit totalement dedans. C'est une rationalisation pour rester dans l'inactivité et ne rien essayer. Ne rien essayer dans la peur d'échouer car le jeu serait déjà pipé. De même, lorsque les gens échouent, leur tournure d'esprit les invite à chercher des coupables autour d'eux. J'ai récemment entendu un vieil ami de Middletown expliquer qu'il avait quitté son emploi parce qu'il en avait assez de se lever tôt le matin. Plus tard, j'ai vu qu'il se plaignait sur Facebook de la politique économique d'Obama et de ses effets sur son quotidien. Nul doute que la politique économique d'Obama a eu des effets sur la vie de beaucoup de gens, mais cet homme n'en fait pas partie. Sa situation dépend directement des choix qu'il a faits, et son existence ne s'améliorera que s'il prend de meilleures décisions. Mais pour cela, il a besoin de vivre dans un environnement qui l'oblige à se poser les bonnes questions sur lui-même. Une tendance forte chez les blancs de la classe ouvrière consiste à accuser la société ou le gouvernement de tous les maux, et elle ne cesse de s'étendre. C'est là que le discours conservateur actuel, dont je fais partie, passe à côté des vrais défis auxquels font face leurs principaux électeurs. Au lieu d'encourager l'engagement, les conservateurs exaltent de plus en plus la forme de détachement même qui a sapé l'ambition de beaucoup de mes pairs. À Middletown, j'ai vu certains de mes amis devenir des adultes qui réussissent et d'autres succomber aux pires tentations, se droguer, finir en prison. Seuls séparent les premiers des seconds de ce qu'ils attendent de leur propre vie. Pourtant, la droite le répète de plus en plus, ce n'est pas de votre faute si vous êtes des ratés, c'est celle du gouvernement. C'est quand même, je pense que c'est la citation d'un politique de droite la plus à droite que j'ai vue depuis un moment quand même. Le mec qui dit clairement à son électorat, mais attends, mais si t'es un loser, c'est toi en fait, c'est pas l'État. Alors que c'est si facile pour récupérer des voix de dire mais t'inquiète pas, c'est pas de ta faute. Oui, tu te drogues, mais les conditions de vie elles sont difficiles. Oui, t'es en prison et t'as laissé une femme et des enfants tout seul sans revenu, mais c'est pas de ta faute. C'est les gens qui sont méchants, c'est Obama, c'est je sais pas qui, c'est toujours trouver des excuses, etc. Ce serait si facile de récupérer des voix comme ça, et lui il le fait pas. C'est quand même assez marquant. Donc on peut voir que J.D. Vance il a d'abord une aversion au fait de manipuler sa communauté dans ce populisme qui le maintient dans sa misère, et en même temps,
si vous lisez vraiment les écrits de Curtis Yarvin, et qui montrent qu'en fait la démocratie est dysfonctionnelle et que c'est du clientélisme, que la règle de un homme une voix amène mécaniquement à du populisme, est-ce que quelque part, même si il est vrai le populisme va maintenir ces gens dans leur misère, est-ce que quelque part, pour leur bien et pour que les bonnes personnes aient le pouvoir, faut pas quand même utiliser leurs bêtises? Que de toute façon, si vous ne le faites pas, vos adversaires vont le faire. C'est compliqué comme question. Et c'est peut-être la raison de son ralliement à Donald Trump, sous l'influence de Peter Thiel. Mais ça, c'est impossible de le savoir. Faudrait être dans les petits papiers, et on n'y est pas. Alors, je vous le cite pas, mais J.D. Vance, candidate à l'université de Yale, qui est l'une des meilleures universités des États-Unis et du monde, et lui se disait qu'il avait très peu de chances d'être pris, mais en même temps, il s'était dit, ça coûte pas grand-chose de le tenter, là où 99% de ses amis n'ont même pas tenté, sont juste allés à l'université du coin. Lui, ça a été l'un des seuls à tenter, et en fait, il a été pris. Et il a été énormément surpris de voir que les frais d'université étaient largement moins chers que la fac de merde de son patelin. Et en fait, pour une raison simple, parce que c'est des universités où, pour les riches, c'est très cher, mais pour les pauvres, c'est vraiment très peu cher. Ce qui fait que c'était quasiment gratuit pour lui, et que, le choix le plus rationnel, économiquement, est d'aller dans la meilleure fac des États-Unis. Et alors, on se demande, qu'est-ce qui fait qu'une fac américaine comme ça est si bonne que ça? Est-ce que c'est juste de la réputation, etc. Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a une sélection des étudiants. Donc la question est de savoir, est-ce que ce sont les étudiants qui font l'université ou l'université qui fait les étudiants? C'est un peu le débat. Parce que c'est pareil quand vous êtes dans les grandes écoles en France, post-prépa, le truc c'est que c'est des étudiants, qui sont sélectionnés puisqu'ils sont là en prépa, 2 qui passent le concours, donc encore une fois il y a une seconde sélection, donc derrière vous avez la crème de la crème de la crème de la crème qui arrive dans votre établissement. Bon, est-ce que quelque part vous avez encore beaucoup de choses à leur renseigner ou la sélection a déjà été faite et juste ils peuvent envoyer leur CV à des entreprises et ils vont apprendre le boulot sur place avec des stages et compagnie et voilà, se professionnaliser très vite. Le fait d'avoir sélectionné des cerveaux avant vous assure aux entreprises et aux différents services publics qui vont les engager que ce sont des gens avec un cerveau qui vont apprendre vite leur métier qui peut être complexe. Donc c'est une question, mais est-ce que lui, il dit que l'université de droit de Yale a d'impressionnant? C'est en fait, il y a beaucoup de conférences de personnalités publiques connues, et en fait, par exemple, il dit « Mon premier jour à Yale Law School, donc l'université de droit de Yale, j'ai aperçu des affiches dans les couloirs annonçant une rencontre publique avec Tony Blair, l'ancien premier ministre britannique. Je n'arrivais pas à y croire. Tony Blair allait faire une allocution devant quelques dizaines d'étudiants ? S'il était venu à l'Ohio State, il aurait rempli un amphi de 1000 personnes. Il y a quelqu'un qui lui dit « Ouais, il vient à Yale tout le temps. Son fils fait des études ici. » Quelques jours plus tard, en tournant au coin d'un bâtiment pour rentrer dans la porte principale, je faillis heurter un homme. Désolé, fis-je. Puis je reconnus George Pataki, le gouverneur de l'État de New York. Ça arrivait toutes les semaines. À Yale, la fac de droit est le Hollywood des nerds. Je n'ai jamais cessé de m'y sentir tel un touriste en constante admiration. Ça, je trouve que ça se voit aussi dans le film The Social Network, où je crois que c'est Mark Zuckerberg, il me semble qu'il est au MIT, et il y a une conférence et il écoute même pas, il a la tête en l'air, il s'en fout, il discute avec ses potes et tout. Il sort de la conférence, il fait au fait, c'était qui le trou de balle qui parlait? Oh c'était Bill Gates. Oh excuse-moi, c'était juste Bill Gates et toi, en fait, tu t'en fous. Bon, voilà, il y a des gens incroyables qui vont dans ces grandes universités pour faire des masterclass, des grandes conférences, etc. Et donc, voilà, ça arrive toutes les semaines et ces gamins ont l'habitude de voir ces stars internationales. Alors, le niveau à Yale, pour lui qui était un bon élève mais sans plus, voilà ce qu'il en dit. Les cours étaient ardus. Souvent, il fallait passer de longues soirées à la bibliothèque, mais pas si ardus que ça. Une part de moi avait cru que mon imposture intellectuelle serait enfin démasquée et que la direction comprendrait qu'elle avait commis une terrible erreur et me renverrait à Middletown en s'excusant profusément. Une autre part pensait que j'arriverais à m'en sortir au prix d'un travail harassant. Après tout, il y avait là les meilleurs étudiants du monde et je n'en faisais pas partie. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Certes, on croisait quelques génies dans les couloirs de la fac et mes camarades étaient pour la plupart brillants, mais pas de façon intimidante.
Lors des discussions en classe et à l'occasion des examens, je me défendais sans problème. Ça, c'est un peu aussi le tabou. C'est un tabou, c'est marrant parce que c'est un tabou pour lequel les prolos se sont mis d'accord pour mentir et les élites se sont mis aussi d'accord pour mentir. Alors ils donnent des mensonges différents, mais les deux entre guillemets se sont mis d'accord pour ne pas dire la vérité. Les prolos, ce qu'ils disent, c'est oui, les diplômes ne veulent rien dire, c'est pas vraiment des élites, ces gens-là sont pas plus intelligents que les autres. Et en fait, c'est faux. Ce que dit J.D. Vance, c'est bah si, j'y suis allé, je vous le dis, les gens sont intelligents quand même. Objectivement, ils sont plus intelligents que vous. Mais il casse aussi le mytho des élites, donc ces gens qui sont diplômés de ces facs et qui se font passer pour des esprits immensément supérieurs, des génies et tout. Et en fait, lui, pareil, il casse le mensonge en disant « Non, mais attendez, ces messieurs de Yale, vous êtes intelligents, je dis pas. Mais enfin, des génies, il y en avait pas beaucoup non plus, hein. » Et en fait, c'est un peu, je trouve, ça ressemble vachement aux gens qui sont passés par Sciences Po et l'ENA. Ok, vous êtes intelligents, les mecs. Mais enfin, ça va. Vous êtes pas non plus des prix Nobel, on va se calmer, quoi. 120 QI, t'es intelligent factuellement, mais t'es clairement pas un génie, donc retombe d'un étage. Alors, à l'université, il va se rendre compte de comment font les riches pour réussir professionnellement. Et en fait, ça se résume par un mot, mais c'est plus compliqué qu'on ne le croit, mais pour lui, c'est vraiment une découverte, c'est le réseau. Je cite, 2 ans plus tôt, j'avais postulé à des dizaines de postes dans l'espoir de décrocher un boulot bien payé après l'université, et je n'avais essuyé que des refus. Après 1 an à Yale, mes camarades et moi recevions des offres de salaire à 6 chiffres de la part d'hommes qui avaient plaidé devant la Cour suprême des États-Unis. À l'évidence, une force mystérieuse était à l'œuvre et pour la première fois j'en bénéficiais. J'avais toujours cru que, pour trouver du boulot, il fallait consulter des offres en ligne, puis envoyer des dizaines de candidatures en espérant que quelqu'un vous répondrait. Avec de la chance, un ami pose votre dossier en haut de la pile, et si on est très qualifié pour un travail où la demande est forte, l'expertise comptable par exemple, peut-être la recherche est-elle plus facile. Mais les règles sont au fond les mêmes. Le problème, c'est que ceux qui suivent les règles sont presque toujours condamnés à l'échec. Cette semaine d'entretien me fit comprendre que les gens qui réussissent utilisent une toute autre tactique. Ils n'inondent pas de candidatures le marché de l'emploi dans l'espoir qu'un employeur potentiel leur fera la grâce de les recevoir, ils mobilisent leur réseau. Ils envoient un message à un ami d'amis pour être sûr que leur profil recevra l'attention qu'il mérite. Ils demandent à leur oncle d'appeler les vieux potes de la fac et au bureau des carrières de leur organiser des entretiens 1 mois à l'avance. Leurs parents leur expliquent comment s'habiller, que dire et qui charmer. Cela ne signifie pas qu'un bon CV ou des entretiens convaincants n'ont aucune influence, ce sont des éléments qui comptent. Mais ce que les économistes appellent le capital social joue un rôle crucial. Le vocable est peut-être compliqué, mais le concept est assez simple. Le réseau de gens et d'institutions dont nous sommes entourés a une vraie valeur économique. Ça c'est si vrai, vous pouvez quasiment vous faire embaucher que parce que vous avez un carnet d'adresses qui intéresse la société. Donc en fait, vos compétences en soi n'intéressent pas forcément la boîte, mais le fait que vous ayez un carnet d'adresses où vous pouvez contacter des gens qui ne vont pas vous raccrocher au visage a une valeur monétaire. Alors, je me reprends parce que, en réalité, réseauter et avoir un carnet d'adresses, pouvoir appeler des gens, susciter de la sympathie pour que ces gens, ou au moins de la confiance pour que ces gens ne vous raccrochent pas au nez ou répondent à vos mails, c'est une compétence extraordinaire en soi, hein. Moi, les gens qui dénigrent ça très virulemment en disant c'est que de la mafia, nanani, nanana, c'est pas du vrai travail, ou vous produisez quelque chose, etc. C'est complètement faux. Mettre en lien des gens, tisser des liens avec les autres est une compétence hyper importante et hyper difficile. Il y a quelque chose qui est amusant, je vais vous donner un exemple à quel point c'est ancré dans notre espèce. À Rocamadour, il y a une forêt qui s'appelle la forêt des singes, où vous pouvez voir les macaques de Barbarie qui vivent en communauté, et en fait il y a le guide qui passe, et une fois j'y suis passé, et il y a le guide qui était en train d'expliquer comment fonctionne la société des macaques de Barbarie, et donc il demandait à tout le monde, à votre avis, qui c'est le chef? Et en fait il était en train de donner à manger aux singes, ce guide, et donc tout le monde montre le singe le plus gros, et ils disent c'est lui le chef, et il fait non, c'est pas lui le chef. À votre avis, c'est qui le chef du coup, si c'est pas lui, si c'est pas le plus balèze? Du coup il cherche, et en fait on voit tous un macaque qui tient le seau avec la nourriture et qui les distribue aux gens.
Et donc tout le monde fait, bah lui, il a l'air de distribuer la bouffe, ça doit être lui. Et il fait, ouais, c'est lui. Et vous savez pourquoi c'est lui qui a le rôle de distribuer la nourriture et qui évidemment distribue sciemment les meilleurs morceaux à ses copains. Et en fait, personne comprend parce qu'il avait pas l'air particulièrement massif ou quoi. Et en fait, le guide spoil, il dit, ben c'est tout simplement parce que ce singe, c'est celui qui a tissé le plus de liens au sein de la communauté, c'est celui qui a le plus de potes dans la communauté. Donc en fait, le fait que le réseau est l'arme numéro 1 pour l'ascension sociale, c'est pas une dérive de la société capitaliste, ça a toujours été là depuis nos plus lointains ancêtres et qu'on retrouve chez nos cousins primates. Donc c'est pas la peine, faut pas le mépriser, juste acceptez-le et travaillez dessus. Il y a rien d'autre à faire. De toute façon, vous le changerez pas. Il y a un moment, si c'est ancré dans notre génétique, il y aura pas de thérapie génique pour ça. Hein. Mon apprentissage du capital social s'est poursuivi. Pendant quelque temps, j'écrivis pour le site internet de David Frum, un journaliste éditorialiste de The Atlantic, et quand je m'apprêtais à confirmer mon engagement dans un cabinet de Washington, il m'en suggéra un autre où 2 de ses amis, qu'il avait connus au sein de l'administration Bush, étaient récemment devenus associés. Donc voilà, vous travaillez pour un mec, le mec vous fait confiance, il vous suggère un cabinet où il y a 2 de ses potes qui connaît de l'administration Bush, etc. Ils ont travaillé ensemble, et ils sont potes et tout machin. L'un d'eux me reçut en entretien et j'eus rejoint le cabinet. Il devint mon mentor, un rôle essentiel. Par la suite, je l'ai croisé à Yale à l'occasion d'une conférence où il m'a présenté à son ancien camarade des années Bush, alors gouverneur de l'Indiana, Mitch Daniels, mon héros en politique. Donc un type vous fait rencontrer un autre type, qui vous fait rencontrer un autre type, etc. Et à la fin, il commence à rencontrer des gens hyper importants comme des gouverneurs. Sans les conseils de David, je n'aurais jamais travaillé dans ce cabinet et je n'aurais jamais parlé, même brièvement, avec la figure politique que j'admirais le plus. Et je décidai bel et bien de devenir assistant d'un juge. Au lieu de suivre aveuglément la procédure, je parvins à déterminer ce que je voulais retirer de cette expérience. Travailler avec quelqu'un que je respectais, apprendre le plus possible et être auprès de Usha. Usha, c'est sa femme. Elle et moi choisissons de faire cette expérience simultanément. Nous nous retrouvâmes dans le nord du Kentucky, non loin de l'endroit où j'avais grandi. C'était la meilleure option pour tous les deux. Nous aimions tant les juges pour qui nous travaillions que nous leur demandâmes de célébrer notre mariage. Cela n'est qu'une illustration parmi d'autres de la manière dont fonctionne le monde des gens qui réussissent. Mais le capital social est partout autour de nous. Ceux qui savent l'utiliser prospèrent, ceux qui ne le savent pas participent à une course d'obstacles. C'est un sérieux problème pour les gens issus de mon milieu. Maman avait toujours refusé les stéréotypes sur les hillbillies, l'idée que nous n'étions qu'une bande de demeurés. Mais il n'en restait pas moins que j'étais remarquablement ignorant quant à la manière d'avancer. Ignorer ce que beaucoup d'autres savaient déjà a de furieuses conséquences financières. Ça m'a coûté un boulot quand j'étais à l'université. Apparemment, les Rangers et les pantalons de treillis ne conviennent pas à un entretien d'embauche. Tu m'étonnes, le mec il vient en skinhead à un entretien d'embauche, bah oui, ça s'est mal passé. Ça aurait pu me coûter plus cher encore en fac de droit, si diverses personnes ne m'avaient pas aidé à chaque étape de mon parcours. Et ça aussi, en fait, le truc, c'est qu'ils découvrent que vous allez à l'université d'élite, vous devenez pote avec des mecs de l'élite, qui vous disent « Non, fais ci, non, fais pas ça, fais ci, etc. » Du coup, il apprend très très vite auprès de ces gens qui sont socialisés dans ce monde académique élitaire. Encore une fois, faut vraiment pas rejeter le fait de réseauter, ou le copinage, etc. Je pense que c'est une erreur. Et même pour la société, le fait d'avoir la compétence de se lier à des gens et de mettre en relation d'autres personnes est bénéfique pour la société. Donc en soi, il n'y a pas à cracher dessus. Je pense que c'est vraiment une erreur de faire ça. On va s'approcher de la fin. La fin, il est diplômé. Et c'est Noël. Il a un travail qui rapporte gros. Et du coup, il peut faire un Noël confortable. Ce qu'il raconte, c'est que ça lui rappelle tous les Noëls où, chez les hillbillies, en fait, ils font des crédits à la consommation pour acheter les plus gros cadeaux possibles. Ils font n'importe quoi à Noël. Et en fait, ce qu'il se rend compte, c'est que les Noëls chez les gens riches, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les enfants riches ne font pas des crises quand ils n'ont pas les plus gros cadeaux du monde.
chez sa femme par exemple, qui vient d'une famille de la haute classe indienne, il s'offre des livres à Noël en fait, et ça va très bien. J'imaginais que les riches fêtaient Noël de la même façon que nous, avec peut-être un peu moins de soucis financiers et de plus beaux cadeaux encore. Mais après la naissance de ma cousine Bonnie, ce Noël-là, je remarquais que chez Tante Wee, les fêtes avaient une saveur bien différente. Mes cousines recevaient des cadeaux plus insignifiants que je ne l'aurais cru. Il n'y avait pas cette obsession de franchir le seuil de 2 ou 300 $ pour chaque enfant, ni la crainte qu'un enfant soit déçu s'il n'avait pas le tout nouveau jouet électronique. Usha recevait des livres à Noël. À 11 ans, ma cousine Bonnie demanda à ses parents de donner l'argent de ses cadeaux aux pauvres de Middletown. Si étonnant que cela paraisse, c'est ce qu'ils firent. Pour eux, les fêtes réussies ne dépendaient pas de la somme dépensée dans les cadeaux de leur fille. Quelle que soit la manière dont on veut définir ces deux groupes et le sens qu'avait à leurs yeux le geste de donner, riches et pauvres, ceux qui ont fait des études et ceux qui n'en ont pas fait, bourgeois et ouvriers, leurs membres vivent dans deux mondes de plus en plus séparés. Comme transfuge culturel de l'un et de l'autre, je suis particulièrement conscient de leurs différences. Parfois je considère l'élite avec une sorte de mépris basique, mais je dois reconnaître que leurs enfants sont plus heureux et en meilleure santé. Leurs couples sont plus solides et ils vont plus à l'église et ils vivent plus longtemps. Ces gens nous battent à plat de couture à notre propre foutu jeu. Ça c'est vraiment la leçon à retenir. C'est que vous pouvez toujours critiquer les riches, en attendant leurs gosses, ils sont en meilleure santé en fait. Donc, qui a tort ? Je vous pose la question, qui a tort ? Donc c'est Hillbilly Elegy de J.D. Vance, vice-président des États-Unis d'Amérique. C'est quand même le seul pays où un putain de pecno avec un cerveau peut monter à la tête de l'État. C'est ça le rêve américain. C'est une allocation efficace de pouvoir et de ressources aux bonnes personnes. Le livre de Vance a en fait été adapté en film sur Netflix, ce qui a largement contribué à le faire connaître de la classe intellectuelle américaine. Et quand les intellectuels de gauche rencontrent un idiot de droite, en fait ça vient juste confirmer leur schéma mentaux que la droite c'est l'idéologie des cons, mais quand ils rencontrent quelqu'un d'intelligent de droite, qui a fait la même grande université qu'eux, qui a fait les mêmes jobs prestigieux qu'eux, dans les grands centres-villes, etc., là ça les fait douter. Pourquoi un type aussi brillant que moi pense différemment de moi ? En fait le pecno, il pense différemment parce qu'il est con, mais là Vance, il est objectivement brillant puisqu'il a tout fait comme moi. Pourtant, il pense différemment de moi, il n'a pas la même idéologie, et ça met dans le doute. Et J.D. Vance est très représentatif de ce que c'est que cette nouvelle équipe Trump. Parmi toutes les interviews de Donald Trump, la plus intéressante, c'est celle qu'il a fait chez Joe Rogan, parce que Donald Trump, il blablate énormément, sauf que comme c'est un format très long chez Joe Rogan, il peut pas juste blablater en répétant tout ce qu'il dit à chaque fois en meeting, il dit de nouvelles choses, et là, il lâche des infos. Et en fait, Joe Rogan lui demande, mais en fait, qu'est-ce qui sera différent sur ce nouveau mandat par rapport à l'ancien ? En fait, Trump, il revient sur le premier mandat, il dit, en fait, le premier mandat, il était beaucoup plus difficile que il le laissait entendre quand il faisait le coq sur Twitter à l'époque. En fait, il galérait parce que il vient du monde des affaires, Trump. Donc, à la base, c'est pas un politicien. Et donc, le fait qu'il gagne les primaires des Républicains, c'est déjà un hold-up en réalité. Donc, à la base, il y a la majorité des hommes politiques de ce parti qui le détestent parce qu'ils volent la place de candidat à la présidence aux gens qui sont installés dans la politique depuis longtemps. Comme si Bernard Arnault, il arrivait comme une fleur à une grande primaire de droite en France et passait devant Bardella, Laurent Wauquiez, Éric Zemmour, etc. Vous êtes sûr que là, il va faire des jaloux, quoi. Donc ils le soutiennent pas vraiment, ils se tiennent à distance de peur parce qu'ils se disent lui il connaît pas la politique, il va s'écraser, il va faire n'importe quoi. Donc il arrive à la Maison Blanche et il dit lui-même qu'il est isolé, qu'il faut qu'il nomme un gouvernement, qu'il place des gens à des postes stratégiques, etc. Le problème c'est que il connaît pas les postes stratégiques. Il connaît pas les gens, il connaît personne en fait, donc il sait pas qui placer. Et donc il a des conseillers. Bon, il se dit, c'est des conseillers, c'est des mecs qui sont dans la politique depuis longtemps, ils doivent bien savoir ce qu'il faut faire, et les conseillers lui disent, place tel mec à tel poste, etc. Et donc, en fait, c'est ce qu'il fait. Et lui, il dit, avec le recul, j'aurais pas dû faire ça, parce que, mes conseillers, c'était des connards, leurs conseils, ils étaient nuls, et donc j'ai placé plein de débiles à des postes clés, sauf que je savais pas que c'était des postes clés à l'époque, puisque je connaissais pas du tout les rouages du gouvernement. Et en même temps, les démocrates font un impeachment. Or, la dernière tentative d'impeachment qu'il y a eu, c'était sur Bill Clinton en 98, donc ça fait 18 ans qu'il n'y a pas eu d'impeachment. Donc faut voir ce que c'est. Donc en fait, il a passé beaucoup de temps à essayer de survivre plus qu'à essayer de gouverner. Donc il a passé son temps à essayer de survivre aux démocrates et à son propre parti.
Et encore une fois, il n'était pas politicien, donc il se rendait pas compte que pour faire tout ce qu'il voulait en matière de sécurité, d'économie, pour déréguler et compagnie, bah en fait, il y a des règles du jeu qui sont hyper complexes. C'est ça la démocratie. Vous pouvez pas, c'est pas parce que vous êtes président que vous arrivez, vous choisissez tout. Et donc pour réaliser des réformes, faut que ça passe devant le Congrès, à la majorité. Il y a 2 chambres, il y a des juges et compagnie. C'est hyper complexe. Et le premier mandat de Trump, en fait, montre une chose, gagner des élections sert pratiquement à rien si vous n'avez pas de plan de ce que vous devez faire et comment le faire. Et en fait, c'est pour ça que la défaite de Trump, ça a permis de mettre une pause de 4 ans où la droite américaine s'est vraiment reformée et a cherché à vraiment poser les règles du jeu sur la table et les objectifs. Parce que la première question, c'est comment gagne la droite ? En menant la société vers la droite, en foutant les criminels en prison, en sécurisant les frontières, en dérégulant le marché, en réduisant les impôts, etc. Ok. Comment on fait tout ça ? Par le législatif. Est-ce que 4 ans suffisent à faire tout le nécessaire ? Non. Est-ce que, après 4 ans, si les démocrates reviennent, ils peuvent reconstruire tout leur socialisme malgré tous les efforts que vous avez faits ? Oui. Donc la première étape, lorsque vous arrivez au pouvoir, c'est réduire les probabilités que les démocrates reviennent au pouvoir et gagnent les prochaines élections. Donc faut anéantir leur électorat. Et en fait, on l'a vu dans les derniers podcasts, les démocrates achètent les votes avec de l'argent public en offrant des postes de fonctionnaires, en payant les soins avec de l'argent du contribuable, en donnant de l'argent, des subventions aux médias, aux associations, etc., des allocations aux immigrés de basse qualité, et puis évidemment tout ça faut le payer, donc vous prenez ça sur les charges sur les entreprises et les travailleurs, et notamment les travailleurs américains qui sont écrasés par les charges de l'État, et donc en fait vous arrivez à créer une dépendance du travailleur américain en lui donnant des aides. Donc le travailleur américain, il comprend pas qu'en fait, il est pris à la gorge à cause de l'État. Lui, il pense qu'il survit grâce à l'État. Donc il est aussi susceptible de voter démocrate. Donc il y a tout un jeu comme ça qui ne vient pas de la volonté centrale d'un individu, mais d'une idéologie qui est diffuse et d'une mécanique liée au système démocratique. Donc ça, c'est un peu les il faut. Par exemple, je donne un exemple, vous contrôlez la frontière, vous renvoyez autant d'immigrés illégaux que possible pour empêcher les démocrates de se fabriquer un électorat. Sauf que pour faire ça, c'est comme tous les il faut. Bah en fait, techniquement, concrètement, comment tu fais ça ? Parce que c'est pas le il faut, on s'en fout. C'est comme les idées de films, de BD, de machin, c'est un peu avoir des bonnes idées, tout le monde en a. C'est la concrétisation, le moyen technique qui est toujours le plus difficile. Et en politique, faut jamais faire de il faut toujours dire comment. Et là, tu rentres dans des trucs de juridiques hyper complexes, constitutionnels, avec 3000 règles qui s'entrechevauchent et tout, qui sont hyper difficiles à comprendre. Et du coup, en fait, pour faire ça, pour contrôler la frontière, renvoyer les immigrés illégaux et tout, machin, faut passer devant le Congrès. Il peut y avoir des juges qui vous bloquent les décisions. Donc en fait, la vraie étape 1, c'est avoir la majorité au Congrès et remplacer les juges par des conservateurs fidèles, par vos soldats. Sauf qu'il faut avoir une liste de conservateurs de confiance prêts à prendre ces postes et à faire ce que vous dites. Donc la vraie étape 1, c'est établir une liste de personnel prêts à prendre leurs fonctions. Donc en fait, avant même de réfléchir à tout ce qu'il faut faire, il y a déjà quatre étapes avant, quoi. Et en fait, durant le mandat de Biden, il y a l'un des plus gros think tanks conservateurs qui a fédéré des centaines d'organisations pour établir un playbook. C'est un plan d'action au vu du prochain mandat conservateur. Ça a été fait par l'Heritage Foundation. Donc je cite l'Heritage Foundation. Avec l'administration Biden à mi-parcours et les dangers immédiats liés à la domination d'un parti unique à Washington derrière nous pour l'instant, il est grand temps de poser les bases d'une Maison-Blanche plus favorable à la droite. Très important. Pendant des décennies, alors que la gauche poursuivait sa marche à travers les institutions américaines, les conservateurs ont été surpassés et désavantagés dans l'art du gouvernement. Une des raisons est que l'establishment américain n'a jamais évolué depuis les années 80. Les conservateurs de Washington privilégient toujours l'économie de l'offre et une politique étrangère belliqueuse par-dessus tout. La croyance en un gouvernement limité, étrangement, s'est manifestée par l'idée chez certains conservateurs que nous devrions montrer l'exemple et ne pas occuper tous les postes politiques. Ça, c'est vraiment une idée ridicule. C'est qu'il y a des postes dans l'État qui permettent de piloter l'État. Et en fait, l'idée, c'était, oui, mais nous, comme on croit pas en l'État, on va pas essayer de faire la mafia et foutre tous nos gars partout, etc. Et en fait, il dit, bah ouais, c'est marrant parce que la gauche fait ça et ça marche très bien. Donc, il y a aucune raison logique de pas le faire, en réalité. Même si tu détestes l'État, en fait, faudrait foutre ton cul à tous les postes stratégiques, ne serait-ce que pour que eux ne l'aient pas, quoi.
La croyance en la primauté de l'État, de sécurité nationale, a poussé les administrations conservatrices à déléguer leurs décisions politiques aux généraux et à la communauté du renseignement. Ça, c'est aussi très important à prendre en compte. Ce que dit le Heritage Foundation, c'est après analyse par des tonnes et des tonnes de juristes, etc., que, en fait, il y a de plus en plus de décisions qui sont reléguées à des généraux et notamment au service du renseignement qui en fait ont un pouvoir stratosphérique aux États-Unis, quoi. Et ce qu'ils disent, c'est ça déjà, c'est pas normal. 2, s'ils ont un pouvoir stratosphérique, c'est nous qui devons le contrôler, ce pouvoir stratosphérique. Le résultat était des décennies de déception. Heureusement, cette situation change. Le mouvement conservateur comprend de plus en plus le contexte actuel en Amérique. De plus en plus de nos politiciens sont prêts à utiliser le gouvernement pour atteindre notre vision. Car la neutralité consistant à laisser le gouvernement en dehors de cela perdra à chaque fois face au vaste pouvoir de la gauche. Cette nouvelle vigueur de la droite se retrouve dans le Project 2025, organisé par la Heritage Foundation. Le Project 2025 a rassemblé 45 organisations, et ce nombre cesse de croître, orientées à droite et prêtes à s'engager dans la restauration du pays grâce à une combinaison de politiques appropriées et de personnes bien formées. La fondation du projet repose sur 4 piliers interconnectés. Le premier pilier, la prochaine publication du livre de politique Mandate for Leadership représente le travail de plus de 350 conservateurs influents et présente une vision du succès conservateur dans chaque agence fédérale lors de la prochaine administration. Les candidats à la présidence ne pourront pas ignorer ce que le mouvement conservateur exige dans ce livre. Le deuxième est notre base de données en ligne pour le personnel. Ce LinkedIn conservateur sera lancé en mars et offrira l'opportunité aux conservateurs solides de se positionner pour des rôles dans les prochaines administrations. Ce pilier amènera Monsieur et Madame Smith à Washington. Donc en fait, ils vont faire un réseau de conservateurs, un LinkedIn avec des profils de conservateurs à placer à des postes stratégiques, des gens qui sont formés pour ça. Parce que vous allez voir, en fait, les postes au gouvernement sont hyper complexes, on a toujours du mal à comprendre les droits, c'est-à-dire tu es en poste de je sais pas quoi dans un gouvernement, qu'est-ce que tu as le droit de faire, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire, et surtout les mécaniques, c'est-à-dire 2 postes clés qui s'allient ont en fait des leviers juridiques, administratifs, etc. Incroyables. Et ça, la droite s'était très peu penchée dessus. La gauche, en fait, maîtrisait tous ces outils depuis longtemps. Et en fait, là, pour la première fois, ils ont foutu des tonnes de juristes qui ont bachoté pendant des années. Mais ça veut dire quand même qu'il faut bloquer un budget qui est conséquent pour que ces juristes puissent être à temps plein dessus. C'est-à-dire, vous avez payé des temps pleins pour travailler pendant des années sur la Constitution, sur les lois américaines, sur les postes, les fiches de poste, etc. pour dire, ok, en fait, avec ce poste, on peut faire ça, avec ce poste, on peut faire ça, les deux ensemble, on peut faire ça, ou avec ce énième poste, on peut bloquer les deux ensemble, etc. Donc, en fait, il nous faut les 3, donc il faut des mecs à mettre dessus, etc., etc., etc. Donc, c'est vraiment un plan très complexe, en fait, à mettre en amont avant même de prendre le pouvoir. Donc, quand on a compris ça, on se rend compte qu'en fait, oui, effectivement, quand Donald Trump arrive au premier mandat, les mains dans les poches, il peut rien faire en fait, ça sert à rien ce qu'il a fait. Donc le troisième est notre académie de l'administration présidentielle. Donc en fait, ils font un genre de l'ENA conservateur au sein du parti républicain, enfin en tout cas au sein de ces think tanks conservateurs, il y a un genre de formation au poste administratif. Lorsque les conservateurs réussissent enfin à intégrer une administration, ils ne savent souvent pas quoi faire ni comment s'emparer efficacement des leviers du pouvoir. Par leur action, leur inaction et leur connaissance encyclopédique de nombreuses complexités du personnel fédéral, certains employés fédéraux de carrière sont passés maîtres dans l'art de nous déjouer. Ça c'est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont vraiment des vieux de la vieille dans le gouvernement et qui connaissent tous les rouages pour pouvoir bloquer la droite, et en fait eux ils ont compris ça maintenant. Nos sessions de formation interactive et à la demande changeront cela. Elles transformeront les futurs nommés politiques conservateurs en experts de l'efficacité gouvernementale. Le quatrième et dernier pilier du Project 2025 est notre playbook, qui transformera les idées politiques exprimées dans Mandate for Leadership en un plan d'application pour chaque agence afin de défendre l'administration à venir. Quelles réglementations et ordonnances exécutives doivent être signées dès le premier jour ? Où se trouveront les besoins les plus importants en termes de nomination politique ? Comment pouvons-nous utiliser efficacement les mécanismes gouvernementaux pour relever nos défis les plus complexes ? Notre playbook mettra notre mouvement au travail pour répondre à ces questions. L'élection de Donald Trump à la présidence fut un triomphe qui a offert la meilleure chance d'inverser la marche incessante du progrès de la gauche pour elle-même. Cependant, bon nombre des meilleures réalisations n'ont eu lieu que lors de la dernière année de l'administration Trump,
après que nos nommés politiques aient finalement compris les politiques et processus des différentes agences et après que le personnel adéquat ait finalement été mis en place. Comme quoi, ça prend en fait, ça leur a pris beaucoup de temps au premier mandat de comprendre comment marchait la machine, quoi. Les agents habituels de la classe politique permanente, ce qu'ils appellent le deep state, en fait, c'est des hauts fonctionnaires qui bougent jamais. Les élus bougent parce que vous avez un mandat, finalement vous renouvelez pas le mandat parce qu'on vote pas pour vous, etc. Alors que les hauts fonctionnaires qui sont dans les postes clés, ils sont là tout le temps, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils les appellent les agents habituels de la classe politique permanente, seront prêts pour la prochaine administration conservatrice. C'est-à-dire que les mecs, ceux qui sont là tout le temps et qui bloquent la marche de la société vers la droite, se préparent déjà au prochain mandat conservateur, et la question qu'eux ils posent c'est « serons-nous prêts pour eux ?» C'est là qu'intervient le Project 2025. Nous avons 2 ans et une seule chance pour bien faire les choses. Les actions des politiciens libéraux à Washington ont créé un besoin désespéré, une opportunité unique pour les conservateurs de commencer à réparer les dégâts causés par la gauche et à construire un meilleur pays pour tous les Américains en 2025. Il ne suffit pas aux conservateurs de gagner les élections. Si nous voulons sauver le pays de l'emprise de la gauche radicale, nous avons besoin à la fois d'un programme de gouvernance et des bonnes personnes en place, prêtes à mettre en œuvre ce programme dès le premier jour de la prochaine administration conservatrice. C'est l'objectif du 2025 Presidential Transition Project. Ce projet s'appuie sur 4 piliers qui, ensemble, prépareront le terrain pour une administration conservatrice efficace, un programme politique, du personnel, une formation et un plan d'action sur 180 jours. Ça, j'adore. Moi, quand là, ça fait vraiment ingénieur, chef de projet, avec un rétro-planning, et il n'y a que comme ça que c'est efficace. C'est pour ça qu'en fait, quand vous comprenez ça, qu'il a fallu 2 mandats à la droite américaine, et encore, c'est même pas joué, c'est même pas encore fait, on va voir si ça marche ou pas, mais en tout cas, il aura fallu au moins un mandat de crash test pour comprendre qu'en fait, il fallait un playbook. Mais attendez, imaginez en France, il y a personne, il y a aucun parti y a aucun parti de droite qui a un playbook, hein. Donc quelque part, même si le RN ou Reconquête ou je ne sais quel parti de droite gagnait les présidentielles avec une majorité relative ou absolue, peu importe, à l'Assemblée, c'est pas dit qu'il se passe grand-chose. Sauf que avoir un playbook pour qu'il se passe efficacement quelque chose, ça demande de payer je sais combien de juristes, pas moi, 5 juristes temps plein, des chefs de projet, pendant 1, 2, 3 années. Avec les charges en France, ça coûtera hyper cher. Donc, quelque part, effectivement, aux législatives, avec le nombre de voix qu'ils ont eu au premier tour, le RN, en fait, a le droit à des subventions énormes maintenant. Ils ont le droit à 20 millions d'euros par an, grâce à leurs résultats au premier tour des dernières législatives. Et c'est à eux de décider ce qu'ils vont faire de ce blé. Soit ils peuvent le dépenser pour toujours faire n'importe quoi, soit ils peuvent commander un playbook. Pour qu'on commence à réellement professionnaliser la politique et à la mathématiser, faudra un mandat crash test qui sert à rien et on se rend compte des problématiques de levier de pouvoir au sein du gouvernement. Parce que souvent, quand on parle de professionnels de la politique, c'est vrai dans le sens où ce sont des professionnels, où ils utilisent la politique comme gagne-pain. Mais moi, je trouve que c'est faux d'utiliser professionnel dans le sens d'efficacité. Tout le monde fait tout à l'arrache en politique. Il n'y a pas de groupe avec un chef de projet, un rétro-planning sur comment niquer le parti d'en face. Tout le monde fait tout à l'arrache, au dernier moment, que ce soit Macron, Michel Barnier, Jordan Bardella, il n'y a pas de plan. Or, pour les nouveaux patrons de la droite américaine, c'est ce qu'il faut, un plan. Parce que c'est ça, cette nouvelle droite américaine, dans laquelle J.D. Vance il s'inscrit, c'est le privé, en fait, qui a pris les rênes du parti républicain, des chefs d'entreprise, des ingénieurs, qui se sont penchés sur les règles du jeu, les règles de la démocratie américaine, ces institutions, ils ont mathématisé les enjeux électoraux pour prendre réellement le pouvoir et pas juste gagner des élections. Tout ça, c'était pas possible avant avec des politiciens très brouillons, qui n'ont connu que le chaos, la désorganisation du service public. Parce que voilà, faut savoir que les gens les mieux payés de Renaissance, de la France Insoumise, du RN, des LR, du PS, etc., en réalité, ces gens-là ne tiendraient pas 3 semaines sur un poste de cadre à L'Oréal. Donc autant foutre un cadre de L'Oréal aux commandes. On va arriver à la conclusion du livre et du podcast, parce que je pense que sinon c'est beaucoup trop long. La conclusion, il l'écrit en faisant la rencontre d'un jeune hillbilly appalachien de 15 ans qui s'appelle Brian, et dont la mère est morte d'overdose. Or, ce gamin
s'était barré de chez lui il y a longtemps, et c'est pas parce qu'il est froid et qu'il aime pas sa famille, mais parce qu'il fallait bien survivre et que c'était pas possible avec des parents toxicos qui deviennent dès le plus jeune âge des boulets au pied de leurs enfants, quoi. Chez les riches, les parents sont des tremplins pour leurs enfants. Chez les hillbillies, ce sont des chaînes. Je cite. « Je pense que nous, les hillbillies, sommes les gens les plus durs à cuire de la planète. Si quelqu'un insulte notre mère, nous sortons la tronçonneuse. Nous gaspillons des sous-vêtements en coton pour protéger l'honneur de notre sœur. Mais sommes-nous assez durs pour faire ce qu'il faut quand il s'agit d'aider un gosse comme Brian ? Sommes-nous assez durs pour bâtir une église qui oblige les gamins comme moi à affronter le monde au lieu de le fuir ? Sommes-nous assez durs pour nous regarder dans le miroir et admettre que nos comportements font du mal à nos enfants ? Les politiques publiques peuvent aider, mais aucun gouvernement ne peut résoudre ces problèmes à notre place. Souvenez-vous de mon cousin Rick, celui qui a vendu la maison de sa mère, qui appartenait à la famille depuis plus d'1 siècle, parce qu'il n'était pas sûr que ses voisins ne sauteraient pas sur l'occasion pour la piller. De Mamo, qui refusait d'acheter des bicyclettes à leurs petits-enfants parce qu'elles disparaissaient, même cadenassées, devant chez elle. À la fin de sa vie, elle avait même peur d'ouvrir sa porte, car une femme qui habitait à côté d'elle n'arrêtait pas de lui demander de l'argent pour se droguer. Ces problèmes ne sont pas causés par le gouvernement, les grandes entreprises ni personne d'autre, nous les avons créés et nous seuls pouvons les régler. Nous n'avons pas besoin de vivre comme les élites de Californie, de New York, de Washington. Nous n'avons pas besoin de travailler 100 heures par semaine dans des cabinets d'avocats ou des banques d'affaires. Nous n'avons pas besoin de fréquenter les dîners en ville. Nous avons besoin de trouver un espace pour les JD et Brian de ce monde afin qu'ils aient leur chance. Je ne sais pas quelle est la réponse précisément, mais je sais qu'elle commence quand nous cessons d'accuser Obama, Bush ou des entreprises sans visage et que nous nous demandons ce que nous pouvons faire pour améliorer les choses.